80 milliards de dollars pour un rachat et sans intelligence artificielle cette fois. C'est en tout cas la volonté de la part de Netflix de racheter Warner Bros. On parle de licences comme Harry Potter, DC Comics, Lord of the Rings, Game of Thrones, Scooby-Doo, les films Lego. Bon bah ça fait... Oh mon dieu. Oui, t'avais pas vu, il y a Scooby-Doo dedans. Il y a Scooby-Doo en plus. Et puis on a un premier lauréat de la première grande plateforme à être sanctionnée par l'Union Européenne dans le cadre du DSA. 140 millions de dollars pour plusieurs manquements jugés graves. C'est X, évidemment, anciennement Twitter. Certains crient, évidemment, vous vous en doutez, à une attaque grave face à la liberté d'expression, évidemment. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 9 décembre, j'avais oublié qu'on était le 9 décembre, le 9 décembre 2025, et c'est l'épisode 451. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je ne suis pas seul. Il est à la tech, ce que Netflix est au streaming. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Un truc qui va détruire le cinéma, donc, et ruiner tous les divertissements. Mais merci. Qui va l'enrichir, voyons Guillaume, voyons, tu vas l'enrichir. Oui, on va en parler, hein. Peut-être que le cinéma va vivre des heures peu glorieuses dans les années à venir selon ce qui va se passer. On va en parler au cours de l'épisode. En attendant, merci beaucoup évidemment aux nouveaux soutiens Patreon ou qui ont d'ailleurs offert des abonnements ou qui se sont abonnés ou qui ont renouvelé leur abonnement cette semaine dernière. Laurent Lixfe, je ne sais pas comment le prononcer, Lixfe, Judge 696, Gabriel Cambroding, Flo, Zarabman et Florian Gouillon. Et merci aussi à Samuel McCarthy. Merci beaucoup à vous tous qui contribuez au financement de Tech Café. Et puis, on est ravis aussi d'interagir avec vous sur Discord, techcafé.fr/Discord. Il y a des sujets tech évidemment, mais il y a plein d'autres sujets qu'on aborde sur ce serveur Discord. Vous pouvez aussi déposer vos commentaires sur techcafé.fr. Et puis, il y a des discussions qui ont eu lieu sur Discord que tu as surveillées en douce, Guillaume. Notamment les data centers qui bénéficient au saumon et dont on a parlé la semaine dernière. Ils ont été mentionnés sur Discord. De même que les bugs Windows 11 qui n'ont pas l'air d'horripiler que toi, Guillaume. Et puis même le e-sport avec Excel. Beaucoup de réactions. Oui, il y a pas mal de retours sur plusieurs sujets cette semaine. Alors je vais essayer d'aller vite et je remercie déjà Tiasma de me répondre sur le sujet du coefficient de Poisson, qui est donc compris entre -1 et 0,5, ce qui fait qu'effectivement la question de physique qui figure dans le benchmark Orca, donc dont on avait parlé dans le supplément, que je trouve particulièrement discutable par ailleurs, et donc très étrange, puisqu'elle lui dit, elle dit au chatbot, vas-y, résume-moi le truc avec un coefficient de Poisson de 1,04. Et du coup, ChatGPT lui dit, non, c'est pas physique, quoi, tu vois. Et bon, évidemment, c'est considéré comme une réponse fausse. Et en fait, j'avais vu que ce benchmark dans le supplément était vraiment suspect, et j'avais peut-être sous-estimé un truc, c'est que ce test a été mis au point, voire peut-être financé par OmniCalculator, un site qui se propose de tout te calculer. Et voilà, c'est une sorte de formulaire interactif où tu peux faire, t'as plein de formules de calcul, de mathématiques, de physique, etc. Et donc, évidemment, OmniCalculator, il fait des calculs précis. Oui, forcément, et LLM, il fait pas des calculs précis, parce que c'est pas son boulot, quoi. Quelle surprise. Bon, de là à penser que c'est une pub détournée pour OmniCalculator, je ne sais pas. Enfin bon, en tous les cas, tu m'as routé aussi 2 retours non orduriers, en tout cas, sur le répondeur. On les remercie. Plus que ça, en fait, après même, mais bon, voilà. Oui, c'est vrai. 2 pour l'instant, on va dire. On n'aura pas le temps de tout répondre à tout le monde. C'est fou parce que petit. le répondeur, Guillaume, juste avant que tu déroules, mais le répondeur, c'est fou parce que pendant 2 semaines, il n'y avait pas un seul message et là, tout d'un coup, tout le monde s'est donné le mot pour nous envoyer des messages. Donc évidemment, merci beaucoup, mais on ne les traitera pas tous en une fois, évidemment. Et oui, donc, par exemple, le retour de Gabriel, qui est super sympa, qui nous écoute depuis longtemps et qui va s'abonner, merci à lui, bien sûr. Et puis, un de Lotus Punk, qui est développeur et qui nous écoute depuis longtemps de Belgique, et c'est super cool de voir qu'on est internationaux, tu vois. Et il pose une question sur cette fameuse loi surnommée le chat control, la chat control, pour laquelle on a de nouvelles informations. Donc, comme c'est un sujet intéressant, en fait, on va en parler directement ici, ça fait news, complètement. Parce que chat control, en fait, techniquement, c'est le Child Sexual Abuse Regulation, un texte d'initiative danoise, je crois, qui aurait obligé à scanner le contenu des chats pour y repérer de la pédopornographie. Une obligation bien sûr catastrophique, puisqu'elle exclut tout chiffrement de bout en bout, parce que si c'est chiffré sur le serveur, impossible de scanner quoi que ce soit, évidemment. Donc il y a une première version de ce texte qui a été refusée, principalement suite à une opposition de l'Allemagne, mais le ping-pong continue. Il y a une nouvelle version qui vient de faire son apparition. Chat Control est effectivement de retour, avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il a été amendé, donc le scan n'est plus obligatoire, mais volontaire. Donc Signal, par exemple, évidemment, choisira évidemment de ne pas le faire, parce qu'il peut pas... Signal, il dénature complètement son application. S'il faisait un truc comme ça, c'est juste pas possible.
La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des détails inquiétants quand même. Le premier, c'est que le texte se réserve le droit de quand même obliger une plateforme à tout scanner si elle est considérée comme à haut risque. Ce qui est plutôt vague, donc pas vraiment ce que ça veut Mmh. dire à haut risque, on va dire. Surtout, le texte est destiné à être révisé tous les 3 ans. Donc même un prestataire qui n'aurait rien à craindre aujourd'hui, bah dans 3 ans, c'est pas si clair, quoi. Et donc ça, c'est quand même un souci. Donc la question de Lotus portait en particulier sur les données de santé, puisqu'il est dans ce domaine. Je pense qu'il est relativement tranquille parce que justement, on comprend que la confidentialité soit primordiale, probablement plus dans une messagerie médicale, par exemple. Voilà, que ce sera sans doute pas considéré à haut risque, d'un point de vue pédopornographique en tout cas. Mais bon, c'est pas totalement évident et puis dans 3 ans, bah, je sais pas s'il y a des révisions ou pas, quoi. Donc, d'une certaine manière, le texte met le pied dans la porte. Il entérine la possibilité d'une surveillance de masse, voire il l'estime souhaitable, même s'il ne la prescrit pas. Et donc il y a des pays toujours opposés au texte quand même, hein. Il y a l'Italie, la Pologne par exemple. Alors le texte est quand même accepté au Conseil européen. Il va y avoir des discussions entre le Parlement et la Commission européenne pour confirmer tout ça et la loi devrait être adoptée a priori en avril prochain. Donc elle est moins grave que la précédente tentative, hein, c'est vrai, mais c'est pas non plus quand même un très bon signal. J'ai été hyper surpris en fait que ça continue parce que moi je m'imaginais que c'était bon, on était tranquille pendant très longtemps, genre 1 an, tu vois? Genre 2 ans et en fait non, c'était une affaire de semaines ou de mois. Effectivement, l'Allemagne, faisait partie des États qui bloquaient explicitement le dispositif précédent. Là, c'est plus forcément le cas. Au risque, c'est tellement vague, j'imagine que ça peut être genre, Telegram, tu vois? Telegram dans la réputation, c'est, censé être, la messagerie qui est très utilisée par, les terroristes ou, tu sais, on l'a dit, la semaine dernière, Graphene par exemple, hein. Tous ceux qui ont un smartphone Graphene, c'est terroriste. Donc, il faut absolument, les considérer comme étant à haut risque, eux. Bon, c'est extrêmement flou. On espère évidemment que ça n'aboutira pas dans des formes telles qu'elles sont dessinées. Pourtant, ça prend effectivement une bonne voie. Donc, il a peut-être raison de s'inquiéter. On va continuer à en parler évidemment. Et puis, il y avait d'autres discussions. Notamment, je sais que le championnat de e-sport de Excel a pas mal fait sourire, Guillaume. Oui, plus léger, Mika s'amuse avec s'occupe de la Coupe du Monde Excel, le MIUC, comme on l'appelle les intimes, hein, le Microsoft Excel World Championship. Et c'est l'américain Diarmuid Early qui a calmé tout le monde avec sur des épreuves. Le thème, c'était l'origami, là, cette fois. Il a gagné 5 000 $ et une ceinture de catch, ce qui est quand même cool, dans une certaine mesure. Il y a un total de 15 000 participants cette année, et puis sur le sujet d'un éventuel Android domestique, qui était aussi dans la discussion, enfin, c'est beaucoup de trucs. Apparemment, Mika est aussi fan je veux dire, de James Cameron. Ah, James je- Cameron ah que oui, j'avais oui. pas Ah, c'est vrai, l'impression c'est d'avoir important qu'on. autant Oui. attaqué que ça, très honnêtement, même si, bon, Mm. voilà, j'ai un peu égratigné. Bon, j'ai pas l'impression de l'avoir autant attaqué, mais bon, je dirais que j'étais quand même Bah, très surpris qu'il soit à ce point opposé aux IA génératives, vu qu'il est quand même dans les effets spéciaux. Mais bon, écoute, on va pas pouvoir rentrer dans tous les détails comme ça. Moi aussi, j'aime beaucoup James Cameron, hein, c'est pas, c'est c'est pas parce que tu as vraiment utilisé méchant, mais bon. le terme de torturer des acteurs, je Oui, pense. Et donc, bah oui, enfin, mais bien bon, sûr. Attends, mais voilà. attends, et que ça doit être très difficile, n'empêche, Ah, ça doit pas être évident. de Métier jouer d'acteur est pas comme facile. ça. Enfin bon. Écoute, en tous les cas, il y a aussi eu une discussion sur des Android domestiques que j'ai vu passer et que Steven40K était pas chaud du tout d'avoir des Android. Il imaginait un robot façon Terminator qui rôde la nuit tout seul chez lui, comme ça, c'est un peu flippant. Rien que pour lui, enfin non, pas rien que pour lui, mais pour vous tous, ouais, évidemment, mais spécialement peut-être pour lui, j'ai mis dans les notes de l'émission une vidéo absolument horrible de robots Oui, humanoïdes c'est qui se effrayant. déplace super vite sur 4 pattes comme une araignée. Un truc de film d'horreur japonais. Un robot debout se trouve instantanément à 4 pattes et il rampe très très vite comme vraiment un fantôme de film d'horreur, quoi. Vraiment au Japon, quoi. C'est vraiment ça. Et apparemment, c'est une vidéo authentique, hein, c'est un certain Logan Olson qui aurait partagé ça sur Instagram, puis ça a été relayé par Futurisme. Et ça nous fait réaliser un truc tout simple, hein, c'est que les robots humanoïdes, en fait, ils sont humanoïdes parce qu'on leur demande, mais ils se Oui, déplacent comme des humains parce qu'on les, voilà, on veut que ça soit comme ça. Mais en fait, c'est pas forcément le plus efficace. Maintenant, ils pourraient faire tout autrement. Et puis voilà, les clients flipperaient énormément. Donc voilà, ils vont rester humanoïdes, mais ils sont pas forcément obligés de faire ça, quoi. ils auront peut-être un mode effrayant qui sera désactivable ou activable en secret. Et puis peut-être encore plus effrayant, Guillaume, les bugs de Windows 11. Hein. Bon, on finit, oui, avec Xzuka qui se sent moins seul avec ses bugs de l'explorateur Windows. Non, tu n'es pas seul, mon cher Zuka. Et On d'ailleurs, te soutient. Microsoft a même introduit encore un nouveau bug dans la dernière mise à jour. C'est dingue, elle se produit quand tu es en mode sombre et elle fait un flash lumineux sur l'écran dans certaines conditions, même pas toujours. Et le comble, c'est que cette mise à jour était censée harmoniser le mode sombre pour le rendre plus cohérent. C'est quand même étrange, quoi, ce que fait Microsoft en ce moment, hein. C'est pas comme s'ils avaient un boulot principal dans leur vie. C'est effectivement de faire en sorte que Windows ce soit un système d'exploitation convaincant, fiable,
surtout qu'ils ont des grands objectifs avec Windows 11, on en reparlera évidemment. On continue et on enchaîne sans autre forme de process. Il y a bien une entreprise de la tech qui illustre le concept d'emmerdification, enshitification en bon anglais. C'est justement Microsoft, on vient d'en parler, entre l'augmentation en plus des tarifs de ses services en 2026, Windows 11 qui, outre ses bugs, ne déchaîne pas forcément les passions et par-dessus tout ça, on n'est pas sûr d'un engouement, disons, discutable des entreprises pour les agents IA. Et pas sûr que tout ça permette à Microsoft de tirer son épingle du jeu, Guillaume. Bah, c'est la section où on vous prévient des trucs. Voilà, c'est une section où on prévient des hausses de prix, par exemple, hein, Aïe. des changements et des diverses katas. Et c'est vrai que puisqu'on parle de Microsoft, on peut mentionner qu'il va y avoir des augmentations de prix pour Microsoft 365. Alors, pas tous les packs. Les packs business, standard et basics vont monter par contre de 14 à 14 et à 7 dollars. Donc, contre 12,5 et 6 auparavant. La version destinée aux travailleurs essentiels passe de 2,25 $ à 3 $. Donc ça reste pas beaucoup. Mais c'est quand même une augmentation de 33% finalement. Hein. C'est pas négligeable. Ça dépend aussi des Surtout packs. pour une entreprise avec des grands volumes de licences, au secours, C'est quoi. sûr. Évidemment, hein, la dernière vague d'augmentation datait de 2022. Et cette vague-ci est motivée par les 1100 fonctions supplémentaires que vous avez demandé ou pas, ajoutées l'an dernier, et Copilot évidemment, parce que l'IA, ça coûte des sous. C'est le futur, mais C'est ça sûr. coûte des sous. Donc voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que finalement, les entreprises sont pas si enclines que ça, peut-être, à adopter les agents à fond, parce que d'après V-Information, Microsoft viendrait de revoir ses objectifs de vente en la matière à la baisse. Hein. Donc il y a des VRP chez Azure qui devaient augmenter 50%, de 50% leur vente de services Foundry. Enfin, le C'est Foundry, ambitieux. c'est ce qui permet aux clients de développer des applications IA en fait. Et 80% n'y sont pas arrivés. Donc désormais, l'objectif c'est de 25%. La plupart des vendeurs auraient aussi manqué un objectif antérieur de doubler leur chiffre d'affaires. Donc, enfin, leur chiffre de vente, je veux dire, c'est vrai que même à 25%, on leur souhaite du courage. Parce que du reste, on ne peut pas dire que tout le monde soit ravi d'état actuel des produits Microsoft dont les priorités, manifestement, sont plus sur les trucs de base, quoi. On n'est pas les seuls, hein. La fondation qui s'occupe de Zig, qui est un langage de programmation assez récent, qui s'inspire de Rust, pas très contente non plus, hein, de la manière dont GitHub gère les fonctions de base, mais vraiment les fonctions simples, hein. Apparemment, dans Actions, il y a plein de bugs, mais des bugs très cons, élémentaires, qui sont pas corrigés ou qui sont corrigés au lance-pierre, comme ça entre la poire et le fromage, quoi. Par exemple, il y a une fonction sleep, c'est vraiment un truc qui est censé juste ne rien faire en attendant le bon moment, mais elle fait rien en consommant une quantité gargantuesque de cycles CPU, quoi. Et t'as Andrew Kelly, le leader du projet Z, qui dénombre plein de bugs débiles, et alors que la majeure partie des ressources de GitHub irait, selon lui, vers Copilot qui est survendu, quoi. Et donc, Zig va quitter GitHub pour Codeberg, et c'est aussi le cas pour Dilo, le navigateur open source léger qu'on trouve sur certaines distributions Linux. Alors Codeberg, ça reste assez anecdotique par rapport à GitHub pour le moment, mais apparemment son adoption s'accélère. Elle a doublé les dernières semaines. Donc les clients sont-ils mécontents que Microsoft privilégie autant l'IA, les agents, au détriment d'un peu tout le reste quand même, hein, et des fonctions de base. Il faut bien avouer que c'est pas Copilot et les fonctions IA qui vont booster en tout cas qui boostent les ventes de Windows 11, parce que son adoption reste quand même assez lente. Ça fait 2 mois, hein, que Windows 10 a atteint sa date de péremption. Il est toujours sur 42,7% des PC mondiaux. Alors c'est un chiffre un peu à nuancer, c'est une statistique de trafic sur 15 millions de sites. Donc dans l'absolu, c'est pas énorme, mais bon, quand même. Puis c'est vrai que bon, si vous achetez un PC Windows 11, mais que vous conservez celui de Windows 10 pour la cuisine, il continue à faire du trafic. Même si c'est pas le PC principal, comme dans South Park. Je m'égare. Et de l'autre côté, les téléchargements de Basit explosent. Donc on en parlait dans le dernier épisode. Basit, ça marche pas mal. Le site qui héberge sa distribution a déjà envoyé plus de 1500 téraoctets de téléchargements, et de manière écrasante venant d'utilisateurs Windows. Donc 1000 de ces téraoctets, de ces 1500 téraoctets viennent d'applications, d'utilisateurs Windows qui manifestement veulent tester. Donc est-ce que c'est une petite vague de migration, ou voilà, c'est en tout cas, il y a quand même des gens qui veulent tester, qui sont peut-être fatigués de Microsoft. En tout cas, je ne sais pas si c'est des volumes particulièrement importants ou qui continueront à croître de manière significative. En tout cas, ça démocratise cette envie d'aller tester d'autres plateformes. Il y a l'ami Cassim Montia qui a fait notamment un article d'expérience, de retour d'expérience sur le passage à Linux sur son PC pour le jeu au quotidien. Et en fait, pas que pour le jeu, parce qu'il fait du streaming aussi pour Frandroid. Il y a différentes activités qu'il fait à titre pro sur son PC. Et il explique un petit peu dans quelle mesure est-ce qu'il peut le faire sur Linux aujourd'hui. Moi, je me souviens un petit peu de cette expérience puisqu'on avait à l'IUT des ordinateurs, IUT informatique, des ordinateurs qui bootaient à la fois
sur Red Hat et de l'autre côté sur Windows. Je dois avouer que Windows, on le lançait pas souvent, mais c'était un environnement évidemment très propice pour ça, pour l'informatique. Mais quand même, à titre perso, pour le grand public, pour les particuliers, arriver à utiliser Linux au quotidien, c'était quand même pas réservé à tout le monde. C'est pas facile dès que tu dois lancer quelques lignes de commande pour demander des instructions. C'est pas forcément évident. J'ai quand même le sentiment que ça s'est largement démocratisé et qu'encore une fois, on va vivre des belles heures de gloire autour de Linux. On verra si ça remplace dans des proportions significatives l'utilisation de Windows. Peut-être que ça va pas arranger Microsoft. En tout cas, il n'y a pas que Microsoft qui mise sur les agents IA et peut-être même pas avec forcément plus de succès, j'allais dire. C'est le cas aussi d'Amazon qui espère que les entreprises auront envie de déployer de l'intelligence artificielle massivement avec leurs services. C'était une des tendances des annonces d'AWS, Amazon Web Services, lors de la conférence annuelle. Ça s'appelle reInvent 2025, qui s'est tenue il y a quelques jours à Las Vegas, comme les championnats du monde d'Excel en fait, Guillaume. C'était presque pareil, ouais, c'était AWS reInvent et franchement, on va pas en faire des kilomètres, tant ça fait penser à ce qu'on a vu côté Microsoft, en fait, hein. On a vu, voilà, des nouvelles puces pour l'IA, des nouveaux services pour l'IA, pour les agents. Bon, ils sont donc, obsédés un petit peu tous les 2 par ce truc-là. Alors on va rentrer quand même plus dans le détail, hein, évidemment. Mmh. Amazon a présenté son Trainium 3, il est donc 2 fois plus puissant que l'ancien, il est en 3 nanomètres. C'est quand même des puces qui sont compétitives à peu près, avec les Blackwell de Nvidia, hein, donc tous les constructeurs essayent en gros de concurrencer Nvidia avec leurs propres solutions pour éviter, hein, d'avoir recours à lui. Il y a les TPU bien entendu de Google, ils en sont à la V6. Ils ont aussi même évoqué les prochains Trainium V4 pour la fin d'année 2026 en 2 nanomètres. C'est des gros trucs, hein, ça intègre quand même 180 milliards de transistors contre 120 pour le 3, c'est déjà un gros truc. Bon, ce sont des XPU, comme ils appellent ça, c'est plus des puces vraiment spécialisées d'ailleurs, hein, que des GPU. Bon, voilà, ça supporte plus de types de données, et puis il y aura plus d'unités de calcul. En tous les cas, tout le monde fait ses puces, hein. Il y a aussi d'ailleurs Microsoft qui avait parlé de ses Maya, hein, c'est exactement pareil. Donc il y a des solutions aussi plus exotiques, hein, dont on parle moins. Ils ont présenté aussi des CPU pour serveurs, puisqu'ils ont leur propre ligne de serveurs, enfin de CPU pour serveurs ARM, les Graviton. Donc il y a les Graviton 5 qui vont sortir jusqu'à 192 cœurs. Donc c'est beaucoup. Et c'est surtout compétitif à peu près avec les Epic qui peuvent aller jusqu'à 256 là, sur cette génération, et les Xeon les plus denses aussi, ceux qui sont avec les petits cœurs où il y en a vraiment beaucoup. Il y en a un petit peu moins, mais enfin ça reste quand même assez compétitif, surtout qu'en général Amazon les présente, si tu veux, avec un tarif assez intéressant. Mmh. Et au-delà de l'aspect matériel, on avait énormément d'annonces et ouais, quelques nouveautés bien sûr, hein, sur les nouvelles versions des IA AWS, hein, donc c'est les Nova, les LLM de chez AWS. Il y avait l'assistant de codage Kiro, il y avait aussi un outil de customisation des modèles qui s'appelle SageMaker, hein, donc il y avait une nouvelle version de tout ça. Amazon va même d'ailleurs jusqu'à subventionner les startups pour qu'elles utilisent Kiro. Donc il y a des crédits gratuits Kiro si vous êtes une startup qui vient de démarrer, quoi, avec pas énormément de moyens. C'est censé offrir des agents autonomes, là aussi, hein, qui peuvent travailler sur des tâches complexes pendant des heures, hein. Et puis voilà, vous donnez à la fin un résultat qu'on espère pas trop débile. Lyft était là pour vanter les mérites d'AWS, donc ils avaient des invités, des gens, des clients qui voulaient bien témoigner, quoi. Donc Lyft utilise Claude, donc c'est marrant, mais via Amazon Bedrock. Donc ils ont leurs instances de Claude sur des serveurs Amazon spécifiques, quoi, pour répondre aux questions que se posent les conducteurs, parce que, je veux dire, répondre à des questions d'humains, c'est chiant, hein, donc voilà, ils interrogent Claude, c'est aussi bien. Et ce qui est marrant avec Amazon, c'est qu'ils cherchent pas à faire des coups de com avec des modèles qui font des scores de fou sur les tests, comme Non, OpenAI, oui. Anthropic ou Google, quoi. D'ailleurs, on les voit jamais, hein, on les voit même sur LM Arena, les Nova, ils sont dans les profondeurs du classement, en fait, hein. C'est pas du tout les modèles les plus C'est peut-être sympas pour ça pour qu'ils discuter. en font pas des caisses, justement, c'est parce qu'ils sont pas bien Ah, classés. alors ça, c'est à vous de juger. Est-ce qu'ils en font pas des caisses parce qu'ils ont des modèles, un peu débiles, ou enfin un peu médiocres, ou est-ce qu'ils justement, ils se focalisent sur autre chose? Alors, eux, ce Mmh. qu'ils disent, c'est qu'ils ont un autre focus, tout simplement. Ils se focalisent sur autre chose. Donc, leur LLM, donc les Nova, ils ont jamais été remarquables, mais le but, c'est de faire un service qui marche dans la vraie vie. Pas d'optimiser pour les benchmarks et de se OK. vanter qu'on a Mmh. une IA qui a plus de culture générale que Jean d'Ormesson, quoi. Nova, c'est utilisable tel quel, bon, tu peux évidemment, mais tu peux, et c'est en fait, c'est même surtout ça, il est surtout vu comme un point de départ. C'est, Mmh. un ensemble, en fait, Nova, c'est un ensemble de modèles de base, et tu as même divers niveaux d'entraînement, divers niveaux de pré-entraînement. Et après, tu vas sur Forge, et tu vas personnaliser ton truc un petit peu comme tu veux, pour ton besoin particulier. Et là, par exemple, il y avait Reddit, il y avait donc, enfin, le patron de Reddit qui arrivait pour faire un petit peu son VRP avec une utilisation de Forge et Nova.
Donc ils ont pris un LLM de chez Microsoft, pardon, de chez AWS, et ils ont créé un système de modération basé sur 23 ans de données. Donc ils ont vraiment entraîné un LLM exprès pour eux, quoi, hein, pour faire de la modération. Tout ça pour unifier leur système, hein, avec un qui soit plus puissant et aussi plus subtil, meilleur. Pour résumer, Amazon donc vise des IA qui sont plus spécialisés plutôt que des très gros QI. Bon, à vous de voir après, hein. Donc il y a Mhm. un dernier truc intéressant qu'ils ont présenté, enfin, ils ont parlé, c'est les AI Factories. Donc eux aussi, ils font évidemment des usines à IA, bien entendu. Alors eux, ils font des AI Factories clés en main. C'est-à-dire que AWS, en fait, c'est une manière d'avoir des serveurs chez toi. Parce que normalement, évidemment, tu utilises des services chez Amazon. Donc tu envoies tes données sur Amazon. Bah, évidemment, si tu as un enjeu de confidentialité fort, que tu veux que tes données restent chez toi, que tu utilises tes propres algos sur tes propres données chez toi, bah, il te faut investir. En général, il faut acheter tout ça. Et c'est très compliqué, tout ça. Bon. Là, évidemment, il faut l'API de logiciel, il faut les gens qui savent s'en servir, tout ça. Donc avec AWS, c'est plus simple en fait. Tout ce qu'il te faut, c'est une très grande pièce, bien ventilée quand même, hein, bien remue, avec une grosse prise électrique, bien costaud, Oui. et Amazon te fournit tout le reste. Il arrive en Ah, camion chez ouais. toi avec des serveurs, ses logiciels, sa pile logicielle, il installe tout, il fait tout. Et en fait, tu as une instance de mini data center Amazon chez toi, totalement AWS, mais complètement local. Et en fait, c'est un principe qui a été utilisé vraiment à grande échelle pour la première fois par l'Arabie Saoudite avec la compagnie Humine, c'est cette compagnie Mhm. saoudienne là qui veut faire de l'IA, un petit peu une sorte d'OpenAI saoudien. Et Humine, bon, je sais pas trop comment le prononcer, voulait un cluster énorme de 150 000 GPU, et il voulait en fait son infrastructure AWS dédiée, quoi, dans les locaux de la boîte. Donc, ils voulaient leur data center en kit, et ça a inspiré Amazon à proposer ce service à tout le monde. Enfin, évidemment, à tout le monde qui peut se le payer, parce que bon, on connaît pas le prix, mais ils vont faire un prix d'amis, bien sûr, hein. D'ailleurs, ils ont pas pris la peine de mentionner les tarifs. Parler d'argent, c'est vulgaire. Ça garantit complètement la confidentialité de ce qui s'y passe, du coup, le fait d'avoir tes propres trucs dans ton garage comme ça? Normalement, oui, bien sûr, puisque Mmh. tout se passe sur tes machines à toi, en fait, hein. Et Mmh. je pense que tu peux choisir qui y a Mmh. accès, etc. Et d'ouvrir des accès au réseau, AWS ou pas, sans doute. Bon, écoute, c'est en tout cas, chouette de voir qu'Amazon propose ça. Alors, je te remercie en tout cas de m'avoir donné les clés de lecture parce que je dois être très honnête avec toi, hein. C'était pas très, très clair pour moi ce qu'avait présenté Amazon. Je crois que c'était pas pour le grand public, Non, mais il y a c'était, beaucoup de choses beaucoup plus techniques, tu sais, c'est ça, ouais. pour les professionnels qui utilisent tous les services cloud et tout. Là, on est allé assez vite, je suis allé vraiment à l'essentiel, hein. Mais c'est bien, ça permet quand même aux auditeurs et aux auditrices, d'avoir un aperçu. On continue parce que là, on vient de faire Microsoft et Amazon. Il y a une autre boîte tech qui vient en tête quand on parle des fournisseurs des grandes boîtes, c'est IBM. On n'en parle pas assez souvent d'IBM. Hem Et on a un peu de scepticisme là de la part d'Arvind Krishna, le PDG d'IBM. Un scepticisme d'une part, alors sur l'arrivée d'une AGI avec les technologies actuelles, comprenez une intelligence niveau humain avec les LLM, les grands modèles de langage, mais aussi sur l'existence même d'une bulle sur l'IA. Sur ce point, c'est pas un avis partagé par Dario Amodei, le CEO d'Anthropic. C'est la boîte qui propose Claude, l'IA Claude. Ouais, c'est marrant parce que finalement, dans une certaine mesure, ils tapent tous les 2 sur le même, quoi, et c'est assez Ah, marrant. On va parler effectivement encore un petit peu de bulle d'IA, c'est pas ma faute, hein, puisque là, cette fois, tu sais que chaque semaine d'ailleurs, tu remarques qu'on a presque 2 ou 3 CO par semaine qui donnent leur avis, qui mettent en garde ouais, 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 contre une tout à fait. possible correction plus ou moins violente du marché. Bon, cette fois, on a donc Arvind Krishna effectivement et Dario Amodei, donc Anthropic et IBM, et de manière plus ou moins évidente, ils disent qu'OpenAI a très, très chaud au cul, hein, parce que c'est un petit peu ça, finalement, c'est pas de lui qui parle. Mmh. Pour résumer rapidement, alors dans les détails, Arvind Krishna, il a donné une longue interview à The Verge où il parle de plein de choses, de comment il se positionne depuis longtemps sur le quantique, et voilà, où il faut le pont avec les ordinateurs classiques, tout ça, de comment ils ont été trop en avance sur l'IA avec Watson à l'époque. Et effectivement, on se souvient de Watson et d'ailleurs de l'échec que ça a été. Et Mmh. il dit qu'aujourd'hui, les LLM sont 100 fois plus efficaces que ce qu'était Watson à l'époque. Tu m'étonnes. Et il dit que pour lui, il n'y a pas de bulle, en fait. Il Ah. n'y a pas de bulle. Mais, il y a un mais. Il n'y a pas de bulle dans le sens où IBM croit à l'utilité et au potentiel de l'IA. Et il ne pense Mmh. pas qu'il y aura un autre hiver de l'IA et que l'IA sera passée de Pas de mode et que ce troisième sera hiver. complètement autre OK. chose. Par contre, financièrement, c'est très différent. En ce qui concerne les investissements astronomiques dans les data centers actuellement, il dit ça. Il estime que pour lui, en gros, mettre en œuvre 1 gigawatt de data center, ça coûte dans les 80 milliards de dollars. Bon, une boîte qui s'engage sur 20 ou 30 gigawatts se met sur le dos dans les 1500 milliards de factures, de CAPEX, comme disent les pros, Capital Expenditure.
Truc comme ça. Bon, et Valide. et les puces, il dit aussi surtout, et ça c'est vrai qu'on oublie des fois, c'est que les puces qu'il y a dans ce data center, c'est des choses qui vont se déprécier assez vite. Dans 5 ans, il va falloir tout changer. Et là, C'est vrai. il faut repasser à la caisse. Mmh. Et là, on sent vraiment qu'il parle d'une boîte en particulier, sans la nommer là quand même un petit peu. Ouais. Et il estime que le secteur entier envisage de déployer dans les 100 gigawatts au total, ce qui aboutit à une facture de 8000 milliards. Et rien que pour payer les intérêts d'une dette comme ça, il Ouais, faudra c'est faire au horrible. moins 800 milliards de chiffre d'affaires. Punaise. Selon lui, il n'y a aucune chance que ce plan soit rentable. Bah, c'est clair. Et alors mieux encore, donc vous savez qui? Krishna estime qu'il y a très peu de chances qu'on atteigne l'AGI avec les technologies actuelles. Mmh. Donc encore, alors par AGI, voilà, c'est très mal défini AGI, mais bon, en général, ils disent c'est intelligence de niveau humain ou superhumain quand ils C'est disent ça, ça. mais même si c'est quand même très flou. Pour lui, c'est moins de 1% de chance quand même. Il est loin d'être le seul à considérer que cette course à l'AGI d'ailleurs est un peu surfaite, puisqu'il y a Arthur Mensch aussi, de Mistral, qui l'a qualifié de marketing, Andrew Ng qui l'a qualifié de hype. Cela dit, les IA qu'on a et qui continuent de s'améliorer ont déjà de quoi générer énormément de productivité et de revenus, selon Arvind. Alors, de son côté, Dario Amodei, il discutait avec Andrew Ross Sorkin, quand il a aussi fait un calcul un peu analogue. Alors c'est marrant parce que chacun a son estimation de combien ça coûte un gigawatt de data center. C'est 80 milliards pour Arvind Krishna, mais c'est 10 milliards seulement pour Il y a Dario Amodei. une petite différence quand même entre les 2. Ouais, qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a le terrain? Ouais. Est-ce qu'il y a les murs? Je sais pas, bon, bref. En tout cas, je sais pas exactement qui a raison, je sais pas exactement combien coûte un gigawatt de data center, J'ai franchement, aucune idée. mais c'est très Cher! cher. Voilà, c'est très cher et Très j'ai pas les cher! moyens, voilà. Mais l'argument, mis à part ça, est à peu près le même. Si Ouais. une certaine entreprise dépense tellement qu'elle doit absolument faire plus de 200 milliards par an pour entrer dans ses frais, et ça dès 2027 ou 2028, c'est pas très raisonnable. Anthropic a grossi très très vite. Il est passé de 100 millions en 2023 à 1 milliard en 2024 et peut-être 10 milliards de chiffre d'affaires en 2025. Mmh. Mais Amodei, il reste prudent. Il table pas sur encore 10 fois l'an prochain, encore 10 fois l'année d'après. Il considère que c'est vraiment incertain, quoi. Donc, bulle ou pas bulle, en tout cas, ces effets d'annonce et ces sommes folles qui circulent arrangent aussi le pouvoir et l'économie américaine. Et il faut le dire. Et donc, parce que sinon, ce serait quand même plus atone. D'ailleurs, c'est très marrant, maintenant que la bulle de l'IA a bien gonflé, qu'elle est bien pleine, Ouais. la prochaine étape, c'est les robots. T'as Howard Lutnick qui est à fond pour accélérer l'industrie des robots. Il rencontre plein de patrons du secteur, le département des transports aura un groupe de travail sur la robotique. Donc ça y est, c'est parti, c'est le prochain secteur industriel porteur qui va faire gonfler l'économie américaine. C'est aussi un autre front de compétition avec la Chine d'ailleurs, donc on est à fond sur les robots, humanoïdes ou pas d'ailleurs. Les robots sont cruciaux pour la compétitivité et la productivité industrielle américaine, qui disent. Alors est-ce qu'on va aboutir d'ailleurs à une situation à la chinoise où il y aura aussi une bulle robotique parce qu'il y a trop de startups qui vont produire? Je ne sais pas, mais ce qui est quand même assez cocasse, si on peut dire, c'est que on ne semble jamais se poser la question, enfin en tout cas, eux, Lutnick en particulier, ne semble jamais se poser la question de qui ces robots vont remplacer. Parce qu'il y a des robots partout, mais c'est pour remplacer des gens. Ces robots, ça sert à quoi, tu vois? Les gens qui ont voté pour Donald Trump, je sais pas s'ils ont vraiment envie que des robots occupent les emplois dans les usines et les commerces, je sais pas, voire dans les jardins et les maisons d'ailleurs. Donc bon, c'est amusant tout ça. Ouais, ça va être une grosse tendance en 2026 probablement à suivre. J'ai une petite vidéo, peut-être que je la mettrai dans les notes de l'épisode, d'une interview de François Jarich. Alors vous le connaissez probablement pas, c'est un historien. Il a bossé sur l'histoire du progrès et il revient, dans l'histoire de l'implémentation d'un certain nombre de choses définies comme étant de l'ordre du progrès. Il parle du ludisme notamment, il parle des machines à tisser, qui remplaçaient des métiers. C'est hyper intéressant d'avoir comme ça le recul d'un historien sur des sujets de cet ordre-là pour essayer d'en tirer un petit peu des conclusions. Voilà, en tout cas, il fait un appel, lui, de son côté, à ce que les innovations technologiques soient un peu plus discutées sur le plan politique, ce qui me semble pas du tout être l'angle qui est retenu pour l'instant pour des progrès comme l'IA ou, vous l'avez vu, pour la robotique. Si ce n'est évidemment la participation active sur le plan économique d'un dirigeant comme Trump pour voilà, impulser les choses aux États-Unis. Allez, on suivra ça en 2026, chaque chose en son temps. Tu ne voulais pas le nommer, mais je crois que tôt ou tard, il va falloir qu'on désigne son nom, parce qu'il y a eu donc l'arrivée chez Google de la dernière version de Gemini avec Nano Banana qui nous avait impressionnés, et on disait qu'OpenAI était en mode code rouge de peur de se faire distancer. Il faut dire qu'a priori, Google a quand même gagné quelques utilisateurs en 3 mois seulement, c'est assez significatif, alors qu'OpenAI est encore loin, tu l'as dit, d'être rentable et recrute moins d'utilisateurs. Ouais, il y a pas que Arvind et Dario qui estiment qu'OpenAI est un peu dans la sauce, puisqu'il y a quand même HSBC aussi.
La banque estime qu'elle doit encore lever 207 milliards de dollars pour rester à flot d'ici 2030. OpenAI, hein, pas HSBC, qui est plutôt à Ouais. et ça, c'est selon des prévisions plutôt optimistes. C'est ça qui est terrible. Parce qu'on rappelle qu'OpenAI, donc, il s'est mis sur le dos un crédit Cofidis à 1400 milliards de dollars, et HSBC table sur 620 milliards de dépenses par an. Et elle envisage aussi une très forte croissance en termes d'audience, puisqu'elle passerait de 800 millions d'utilisateurs aujourd'hui à 3 milliards en 2030, avec 10% de clients payants. Et aussi un revenu de la pub, parce qu'elle estime qu'à l'horizon 2030, ChatGPT pourrait capter 2% du marché mondial de la publicité. C'est Donc ambitieux. c'est pas mal quand même, hein, et tout ça donnant un chiffre d'affaires de 215 milliards par an. Et malgré tout ça, ils sont encore dans le rouge de 207 milliards. Et il faut se rendre compte que ces projections sont quand même optimistes, parce que rien à l'heure actuelle ne permet de dire que 3 milliards d'utilisateurs dans 4 ans, c'est dans la poche, quoi. Hein. Les signaux qu'on a actuellement sont pas si bons que ça. Le nombre d'utilisateurs de ChatGPT continue de croître, mais moins vite. Le nombre de téléchargements de l'application a même baissé. 78 millions contre 85 en novembre, hein, contre 85 millions le mois d'avant. Et ça s'explique assez facilement par la concurrence, hein, tout simplement. Et puis bon, on va dire l'absence de trucs qui différencient vraiment ChatGPT de Gemini ou Claude. Il n'y a pas vraiment de trucs killer chez ChatGPT, quoi. En fait, c'est même l'inverse. Gemini gagne dangereusement du terrain. Nado Banana, il n'est pas étranger. Hein. En 3 mois, Gemini a gagné 200 millions d'utilisateurs. Il a atteint les 650 millions, soit dangereusement proche du total de ChatGPT. La sortie de Gemini 3, ça a été un succès. Évidemment, donc voilà, on a Nado Banana, mais surtout, le rouleau compresseur Google de base joue à plein de tubes. Hein. Gemini est partout dans l'écosystème Google. Il est sur Android, évidemment. Aux États-Unis, on sait déjà que 2 fois plus de gens interagissent avec Gemini directement à travers Android qu'à travers l'application dédiée ou le site web. Donc Gemini est clairement la menace numéro 1 pour OpenAI actuellement. Et en plus, elle vient d'un acteur qui est très riche, qui gagne déjà énormément d'argent. Et la concurrence, elle vient aussi de plein de fronts différents, parce que Grok, Claude, Perplexity ou même Copilot, tous voient leur fréquentation augmenter. Et donc, ça grignote toujours un petit peu plus les marges d'OpenAI. Alors certes, ChatGPT, il est connu de tout le monde, hein, c'est une marque qui est ultra connue, qui parle vraiment à tout le monde, c'est devenu quasi universel. Mais C'est bon, une force est-ce que pour ce eux. sera suffisant? On comprend le code rouge. Voilà, donc le code rouge, ça veut dire aussi qu'ils remettent la priorité sur le cœur de métier pour voilà, revenir sur le devant de la scène. Ils en ont vitalement besoin parce que là, ils sont les champions. Parce que là, en fait, ils étaient un peu les champions. Le problème, c'est que soit ils sont les champions, soit ils meurent. Parce qu'ils ont, avec les dettes qui se sont mises sur le dos, soit c'est les premiers de très loin, soit c'est foutu. La force de Google quand même, hein, je pense que tu l'as souligné et c'est très important de le garder à l'esprit. Quelle force ils ont au niveau évidemment financier. Ils ont un petit peu d'argent de côté, je crois, Google, pour investir dans 2-3 sujets s'ils le souhaitent. Et puis effectivement, c'est présent partout. Et c'est très facile d'accéder à Gemini dans la mesure où tu as probablement déjà un compte Google. Si on a déjà une adresse chez Gmail, bah, finalement, il n'y a pas besoin d'être enrôlé quelque part. Tu es toujours dans l'écosystème Google. Ils ont effectivement cette force de frappe aussi et c'est possible. Et si OpenAI arrive juste deuxième, aïe aïe aïe, ça va pas effectivement durer longtemps, j'ai l'impression. Alors c'est bien parce qu'en cette fin d'année 2025, on commence à voir des choses qui se consolident dans le domaine de l'intelligence artificielle et c'est le cas aussi chez Meta. Le potentiel commercial de l'IA, Mark Zuckerberg, bah lui, il y croit dur comme fer avec donc sa société Meta, bien plus que le métavers. Je ne sais pas si vous vous rappelez du métavers, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était pas forcément un échec, mais je crois que ça n'a pas complètement marché. Et en tout cas, Mark Zuckerberg, il semble vouloir miser sur l'usage de l'IA au travers des appareils connectés qu'on porte lui spécifiquement. Peut-être comme le fameux futur bidule d'OpenAI, Guillaume? Ouais, bah oui. Vous vous souvenez pourquoi Meta s'appelle Meta, hein? Pourquoi ça s'appelait Facebook avant? Parce que il y a 10 ans, le futur, c'était le métaverse. Mais maintenant, dans le futur de ce passé-là, l'avenir, c'est l'IA. Donc, est-ce que Meta va encore changer de nom? Est-ce qu'il J'allais va te poser la s'appeler comment question. il va s'appeler? Il va s'appeler Artificial? Il va s'appeler Arti? Je sais pas. Enfin bon, parce qu'effectivement, Meta AI. M Meta AI. Non, ça Metia marche pas. ou Ouais, ça marche pas très bien, Metaï? pardon. Non, c'est nul. Non. Bon, enfin, en tout cas, Meta, effectivement, prévoit de réduire drastiquement le budget de sa division Metaverse, hein, donc au moins 30%, parce que voilà, les presque 38 milliards dépensés par les Reality Labs ces 2 dernières années, il aurait bien eu besoin de les prendre pour s'acheter des puces Nvidia. Depuis 2021, c'est quand même 70 milliards de pertes hein, que la division de réalité mixte aurait perdu. Mark Zuckerberg est toujours persuadé que les gens passeront un jour la majorité de leur temps dans un espace virtuel, mais pas aujourd'hui, voilà. Ni demain, et comme pour illustrer encore un peu plus ce changement de cap, Meta vient de racheter Limitless. Alors, c'est pas le film avec Bradley Cooper, hein, c'est une boîte qui a commis un pendentif dont on a peut-être parlé d'ailleurs.
et qui était censé tout Pas écouter souvenir. de votre journée. On fait une sorte de journal à votre place, quoi. Mmh. Un sale mouchard, quoi, qu'on portait autour du cou ou clipsé à sa chemise. Un produit qui faisait site à Rewind, un logiciel pour PC qui était globalement ou Rewind, globalement ce que propose Recall en fait, hein, tout simplement, Ouais. dans Windows 11. C'est tout enregistrer et puis tout rendre recherchable avec une IA. Donc Meta veut faire encore d'autres appareils de l'enfer comme les Meta Ray-Ban, puisqu'après les lunettes qui filment tout et écoutent tout. On verra sûrement arriver dans les mois qui viennent d'autres mouchards qui réduiront à néant toute notion de droit à l'image et de vie privée. Pour tout le monde, voilà, tout ça pour que le propriétaire puisse se faire aider d'une IA pour retrouver ses clés ou ait pas à sortir son téléphone pour prendre une photo ou regarder une carte de métro, quoi. Non, vraiment, j'ai hâte, hein. Je suis retombé sur des chiffres de vente des Meta Ray-Ban, connectés. Ça se vend bien ce truc, c'est ça qui est fou en plus et puis je vois aussi pas mal de personnes d'un entourage assez proche, hein, pas forcément les plus technophiles, mais qui ont des comptes Instagram sur lesquels ils ont la petite story là avec les lunettes qui montre qu'ils en utilisent. Moi je trouve ça, déroutant de voir que ça a pu autant prendre. Je m'attendais pas à ce que la vie des gens soit aussi fascinante pour qu'on ait envie de la filmer comme ça en permanence et de la diffuser. Bon, écoute, à suivre. On en arrive peut-être à un des gros sujets de la semaine. Il y en a tellement, mais bon, je pense que c'est un sujet assez incontournable. Netflix va peut-être racheter Warner Bros. Pour 80 et quelques milliards de dollars. On n'est pas à quelques milliards de dollars près. Le deal doit être encore validé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas gagné, parce qu'il faut que ce rachat soit validé, évidemment. Et en plus, ça plaît pas trop à Papa Donald Trump, et il préférait lui que ce soit ses amis de Paramount qui puissent racheter Warner avec une autre offre supérieure qui est tombée plus récemment. Et en fait, c'est un pan entier de l'industrie du cinéma, comme on le disait en toute intro, et du streaming qui pourrait bien profondément changer, Guillaume. Oui, on en arrive à l'énorme nouvelle de cette semaine, vous avez sans doute vu passer partout. Netflix veut racheter Warner Bros. Voudrait racheter Warner Bros. Plutôt conditionnel, puisque bon, il faut encore que les régulateurs acceptent cette fusion, qui accoucherait de véritables monstres des médias, mais que Warner Bros. Choisisse pas Paramount, qui a quand même relancé 208 milliards dans une tentative d'acquisition hostile. 108 milliards, mais ils n'achètent pas exactement la même chose. On va en parler. Alors c'est chaud, c'est brûlant, alors j'en sais pas plus au moment où on se parle, mais on va revenir un petit peu sur, voilà, sur l'historique en détail, puisque de base, c'est une consolidation dont le secteur a absolument pas besoin, mais Warner Bros. Peut-être que si. Parce que moi, si j'avais été Netflix, jamais j'aurais acheté un truc comme Warner Bros. Qui est à Hollywood ce qui se rapproche le plus d'une statue aztèque maudite, quoi. Parce que Warner Bros, ou donc WB pour les intimes, Ouais. a déjà été racheté par AOL et par AT&T. Et ça a été des désastres à chaque fois. AOL a lui-même fusionné avec Time Warner, autre désastre d'ailleurs, et la boîte avait 55 milliards de dettes. Je parle de Warner Bros. Donc Warner Bros. Avait 55 milliards, elle a pris des mesures drastiques et elle a fait baisser sa dette à 40 milliards ces dernières années. Donc Warner Bros. C'est un gros bordel, c'est un assemblage ultra Ouais. compliqué, qui a souffert de plein de plans sociaux, qui est assez détesté par pas mal de cinéastes, dont Christopher Nolan. Warner Bros. C'est pas, enfin, c'est une institution un petit peu précaire quand même. Après, Netflix a les épaules solides, et puis bon, évidemment, ils chargent des shows, des licences, du contenu, et ça, évidemment, Warner Bros. En a beaucoup. Ah oui, beaucoup, ouais. Et puis, bon, c'est la mode, Amazon a acheté MGM sur le déclin, Skydance a acheté Paramount. Netflix, donc, du coup, rachète un Warner Bros. Qui, lui, par contre, a de beaux restes, quand même, qui est toujours moteur, enfin, qui sort des trucs. Ils ont sorti des succès ces derniers temps, le film Minecraft, par exemple, c'est Warner Bros. Alors, tu l'as dit, après, évidemment, c'est Harry Potter, Trône d'affaires, tout ça. C'est Last of Us aussi. Et c'est surtout Mmh. HBO et HBO Max. C'est les studios d'ici. Et par contre, ce que rachèterait Netflix, c'est pas Discovery. Parce que Mmh. techniquement, Warner Bros. Possède aussi plein de chaînes de télévision linéaires, on va dire, qui seront pas acquises par Netflix. En fait, Warner Bros. Discovery va se scinder en deux. Donc, il y aura Warner Bros., donc c'est le côté cinéma, série télé, streaming, qui va aller chez Netflix, peut-être. Et tu as le reste, donc les chaînes de télé, en gros, qui deviendra Discovery Global, donc qui sera une entité indépendante. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un argument de David Ellison. David Ellison, c'est le PDG de Paramount, et donc qui est contre le deal avec Netflix. Et lui, il a cet argumentaire. C'est-à-dire, la scission fait peser une grosse incertitude sur la valeur à long terme des chaînes de télévision. Et ça serait contraire aux intérêts des actionnaires, parce que les actionnaires, ils vont se retrouver avec deux boîtes et avec des actions dans deux boîtes, et t'en as, disons que les deux séparées, elles ont peut-être moins de valeur que l'ensemble, quoi. Donc. Alors que Paramount, justement, rachèterait l'entièreté de Warner Bros., ce qui explique aussi que c'est pour 108 milliards. Donc dans le cas contraire, la quantité de contenu, de licences et de pouvoir qui va arriver chez Netflix, ça va en faire un monstre dans le monde du divertissement, et ça de quoi inquiéter évidemment à plein de niveaux. Au niveau 1, bien sûr, il y aura certainement des licenciements, parce que c'est une consolidation, il va y avoir des Mmh. redondances à éliminer, donc ce ne sera pas une période géniale pour les employés. Pour nous, les consommateurs, évidemment, la surconcentration, c'est jamais bon. Le prix des services de streaming augmente régulièrement.
et avec plein de contenus supplémentaires et dont celui d'HBO, ça pourrait s'envoler. Après tout, un Et le abonnement besoin de HBO, rentabilité, un gros chèque en plus. HBO, et tu sais qu'HBO, c'est plus cher que Netflix, hein, c'est entre 22 et 8 € par mois. Ah ouais, la vache. Ah Donc oui. si Je savais pas, je t'imagines pensais que c'était moins. si Netflix intègre le catalogue, il va monter à combien? Je sais pas, mais en tout Ouais. cas beaucoup plus qu'aujourd'hui, c'est à peu près Mm. certain, quoi, hein. Et donc en plus, évidemment, ça fait un manque de concurrence et la surpuissance de quelques acteurs, ça aboutit souvent à des prix supérieurs, à moins de variété, et moins de risques, moins de qualité peut-être même, en tout cas moins de choix, mais bon. Enfin bon, évidemment, après il y a le niveau de l'industrie, hein, d'Hollywood, quoi, hein, tout entière. Parce que Warner Bros, c'est un studio, enfin c'est un studio, c'est un ensemble de studios, mais disons que c'est un nom ancestral, c'est une légende quand même, Warner Bros, hein. Et c'est une légende d'Hollywood qui se fait racheter par une jeune entreprise tech, finalement, qui il y a pas 20 ans expédie encore des DVD par la poste. Et surtout, cette boîte a une vision du divertissement qui est bien à elle et qui est totalement centrée sur le streaming. L'expérience individuelle, c'est vraiment son focus et c'est pas du tout celle du cinéma. Netflix a historiquement eu très peu d'intérêt pour les salles obscures, hein, et ça n'est pas caché du tout. Qu'est-ce qui se passe quand une entité comme ça acquiert un poids lourd du cinéma traditionnel, cinéma qui a par ailleurs énormément de mal à se remettre du Covid, et qui n'est pas dans une Mhm. situation géniale, hein, parce que il y a le Covid, mais il y a aussi les changements des habitudes, impulsés par des plateformes comme Netflix, justement. Le streaming a-t-il gagné du coup? Netflix assure évidemment que jusqu'en 2027, en tout cas, tous les films prévus sortiront. Bon, En c'est salle, rassuré. voilà, normal. Ok, mais bon après. Parce que Netflix, il dit: «Oui, mais nous on aime le cinéma, on est des cinéphiles, on sort des films en salle». C'est vrai, mais bon, c'est très marginal en fait. Ils sortent que quelques films et c'est dans des séries ultra limitées. Je veux dire, c'est dans quelques dizaines de cinémas à San Francisco, à New York. En fait, c'est rien du tout. C'est pas des vraies sorties cinéma, souvent. Ils le font pour le principe de le faire et que ça serve d'argument, quoi, pour C'est à se peu faire près bien voir, ça, et ils ont j'imagine. toujours dit qu'ils voudraient largement raccourcir la fenêtre d'exclusivité, ce qui en Mhm. fait serait dévastateur pour les cinémas. Donc Netflix, qui rachète Warner Bros, ce serait aussi Netflix qui tue un concurrent finalement, hein. Autant MGM était à bout de souffle, au rachat par Amazon, autant Warner Bros, on a dit, hein, c'est vraiment une force motrice de l'industrie du cinéma, qui continue à sortir des trucs, qui continue à produire et à sortir des films qui ont d'ailleurs un certain succès. Le cinéma américain traditionnel va-t-il mourir, si Warner Bros se fait racheter par Netflix et qu'il décide d'ici 5 ans de privilégier le streaming, hein, comme on s'en doute un petit peu? Il y a beaucoup de producteurs qui sont très inquiets et qui d'ailleurs l'ont fait savoir au Congrès. Alors, bon, moi perso, effectivement, hein, comme pour le rachat d'Activision, je suis pas super enthousiasmé, hein, c'est vraiment cette surconcentration n'a pas de sens, en fait. Netflix possédera pas moins du tiers de tous les contenus, en fait. Et plus qu'Amazon, qui en possède 21%, hein, et je suis pas le seul à être peu enthousiaste, hein, il y a des politiciens des 2 bords, hein, qui se sont exprimés contre le deal. Un porte-parole du procureur général de Californie aussi. Netflix et Warner, bon, OK, ils veulent convoler, mais pour l'instant, il va y avoir beaucoup d'obstacles et bon, Sarandos, un co-PDG de Netflix, évidemment, a anticipé ce genre de truc, donc il est allé voir Trump avant le rachat. Tu sais comment ça se passe aux États-Unis maintenant, hein, il faut aller Oui, baiser bien faut sûr. aller baiser les mains du parrain, hein, aller baiser les C'est doigts du ça. parrain, Ouais. hein, Ouais. faut Lui faire plier des le cadeaux genou. aussi. Il faut plier le genou, lui faire des cadeaux, dire qu'il est trop beau, et cetera. Bon, ce qui est marrant, c'est que David Ellison, PDG de Paramount, et fils de Larry Ellison, sont très proches de Trump aussi, et eux aussi donc veulent racheter Warner Bros. En fait, qui a réussi à convaincre Trump? Aux dernières nouvelles, il est plutôt du côté de Paramount. Paramount. Bon, ok. Donc on va voir. Écoute, entre les procédures antitrust et les bâtons dans les roues mis par Paramount et par Trump, bon, tout ça, en tout cas, ça a l'air d'être le début d'une saga qui pourrait se retrouver un jour sur HBFlix Max Bros. Ah oui, évidemment, ça ferait une super série. Et c'est dingue parce que moi, j'étais surpris de voir que j'ai reçu, enfin, vous l'avez déjà probablement reçu aussi en tant qu'abonné, un mail de Netflix qui annonce ce projet de rachat très rapidement. J'ai été, moi, surpris de la fenêtre de tir avec laquelle ils communiquaient auprès de leurs clients. Je voulais juste terminer ce sujet que tu as couvert avec un petit complément parce que c'est Thorax, un auditeur extrêmement prolifique que vous retrouvez maintenant dans des articles sur techcafé.fr. Il voulait une fenêtre enfin, c'est moi qui lui ai proposé plutôt d'avoir une fenêtre pour qu'il porte à la connaissance du plus grand nombre ses écrits qui sont plutôt de très bonne qualité. Et vous les retrouvez donc aujourd'hui sur techcafé.fr. Tout en bas de la page d'accueil, il y a la liste des articles. Et il a écrit un article pour se focaliser notamment sur la partie jeux vidéo de Warner Bros, qui est évidemment concernée par ce rachat, sur ce que ça pourrait engendrer. Allez lire ça, ça peut être à mon avis très intéressant. On tourne notre regard vers le ciel avec les progrès dans les lanceurs réutilisables et pour une fois, c'est la Chine qui fait une étape dans l'innovation de ce domaine avec le premier vol de sa fusée réutilisable Zhuk 3.
alors, ça n'a rien à voir avec les enfants de Mark Zuckerberg, hein, ça s'appelle juste Zuc 3. Et puis pendant ce temps, les déboires sur le programme américain Artemis continuent. On parle carrément d'une annulation possible de Artemis 3, Guillaume. Bah, les Chinois sont pas seulement à fond sur l'IA, ils sont aussi à fond sur l'espace et ils font des progrès réguliers qui sont donc du coup très inquiétants pour les Américains. Ils ont un programme lunaire qui est plus classique que le programme Artemis, qui est moins ambitieux et qui est aussi beaucoup plus simple, hein. Et du coup, qui est prouvé, dont on sait qu'il marche, puisque globalement c'est un gros programme Apollo, c'est un programme Apollo modernisé. Et en plus de ça, même si la Chine n'a pas encore de lanceur utilisable fonctionnel, elle commence à s'en rapprocher dangereusement. Donc il y a une compagnie privée qui est basée à Shanghai qui s'appelle Landspace, qui vient d'effectuer un vol test qui s'est terminé, comme parfois chez SpaceX, hein, c'est-à-dire par une grosse explosion, mais comme aussi parfois chez SpaceX, hein, ça les empêche pas d'être contents. Landspace a donc testé une fusée, alors là, comment ça se prononce, Zuc 3, Chuk 3. Moi, j'ai envie de dire Zuc 3, tu vois, ça Ouais, me fait penser à franchement, Marc, c'est bon, pour j'ai ça. aucune idée. Donc en fait, en Surtout tout que ça a cas, c'est une explosé. fusée qui fait 66 mètres de haut, qui est propulsée par 9 moteurs. Le premier étage s'est séparé sans problème, et il était là en orbite, et c'est déjà un succès hein, quand même. Mais le plus remarquable, c'est que le premier étage a tenté d'atterrir, comme un premier étage de Falcon 9. Il a explosé, c'est vrai, mais non sans arriver exactement à l'endroit prévu, au mètre près. Alors il y a eu un problème, pour se poser, quoi, il y a eu un problème qui n'a pas encore été complètement élucidé, donc bon, ça a fini en boule de feu. Mais c'est une boule de feu qui est quand même arrivée pile à l'endroit où ça devait. L'épave, elle est pile sur la croix, là où il fallait, quoi, sur la bonne zone. Donc on peut quand même considérer que c'est un bon début, parce que c'est sa première tentative. Et Blue Origin aussi, il a échoué à sa première tentative, hein. Il est arrivé à atterrir sans problème à la seconde tentative. Donc on verra ce qui se passe. En tout cas, SpaceX, qui étaient les pionniers, évidemment, eux, il leur a fallu des tas d'essais avant que ça soit au point. Mais bon, évidemment, c'était les pionniers, hein. C'était il y a bien des années. C'était il y a peut-être 20 ans, je sais plus. Les Chinois ont le droit 20 d'être ans? optimistes. Ah, il me J'avais pas en semble. tête, c'était il y a aussi longtemps, c'est possible. Ok. Les débuts de SpaceX, ça commence à monter, il me semble. Mais bon, Ouais. il faudra vérifier. En tout cas, les Chinois ont le droit d'être optimistes quant à la possibilité d'avoir des lanceurs réutilisables très bientôt, quoi, hein, d'ici, je sais pas, peut-être 2 ans. D'autant que Landspace n'est pas le seul acteur qui va qui va lancer des trucs, qui va tester et qui pourrait se rapprocher du but. Il y a une fusée Longue Marche 12A aussi, qui va bientôt tenter le coup. Les Longues Marches, c'est des fusées d'État, en fait, hein, si on veut. Bon, de toute façon, en Chine, la différence entre privé et public peut être assez C'est clair. subtile, hein, mais bon. Là, c'est le SAST, c'est-à-dire le Shanghai Academy of Spaceflight Technology, qui est un organisme public, hein, un labo public, qui va essayer sa Longue Marche bientôt. Et donc, il y a d'autres startups qui sont sur les rangs, donc ils sont à fond dessus. Donc, c'est clair que la Chine a l'ambition de faire tout comme les US, tout comme les Américains. Même méga constellation, des stations spatiales, même facilité d'accès à l'espace en général. Et pour ça, évidemment, il leur faut des fusées réutilisables. Il y avait quand même eu 182 lancements aux États-Unis cette année. Il y en a 153 qui ont été faits par les Falcon 9. C'est pour te dire à quel point SpaceX, Domination. c'est devenu très, très, très important. La Chine, qui ne regarde pas à la dépense, en a lancé la moitié moins, alors que, c'est même incroyable d'ailleurs. Ils ont annoncé la moitié moins, mais je veux dire, avec des lanceurs non réutilisables, ce qui est quand même impressionnant. Donc la Chine veut une fusée, et bon, c'est possible qu'elle en ait une pour 2027 ou un truc comme ça. D'ici là, les Américains commencent à baliser, du coup. Commencent à baliser sec. De voir les Chinois leur griller la politesse, hein, de voir le retour sur la Lune fait par leurs rivaux, ça les enchante pas, quoi, hein. Ce serait les années 60 à l'envers, et ça les panique. L'approche qui est ultra complexe avec des technologies non éprouvées, quoi, hein, des technologies nouvelles, comme le ravitaillement en vol en orbite, tout ça, ça commence à ressembler à une fausse bonne idée. Il commence même à y avoir des critiques vives et directes, comme celle de Mike Griffin, qui est l'ex-administrateur de la NASA, et qui même dit carrément que ça ne peut pas marcher. C'est la première fois qu'il critique à ce point ouvertement le projet. Alors lui, il a un plan B qui est aussi globalement un analogue, hein, du programme Apollo. Bon, là, si tu veux, ce qui est bien, c'est que nous, on s'en fout, parce que c'est pas comme si on était dans la course, hein. Et ce qui est bien quand on est largué, c'est qu'on a moins de pression, tu vois. Quand t'es spectateur, tu te sens moins en pression pour arriver le premier, effectivement. Ça, c'est sûr. Mais bon, quand même, c'est intéressant à suivre. On va continuer parce que pendant qu'on parle d'espace, on peut évidemment s'attarder un peu sur les activités d'Elon Musk avec Starlink, son service de connexion Internet par satellite. Et puis, je le disais en intro, son réseau social X s'est vu infliger une grosse amende par l'Union européenne. C'est le moins qu'on puisse dire, une grosse amende quand même. Ouais, Elon est vexé, c'est pas étonnant, il a un caractère de merde. Suffit de regarder son fil Twitter, hein, toujours en train de se plaindre. Alors cette fois, c'est l'Europe qui a pas le bon goût de trouver que son réseau, il est exceptionnellement merveilleux, hein. Il a pris l'habitude, hein, qu'on lui passe la brosse à reluire. T'as vu le chatbot Grok, là, qui en peut plus de lui faire de la lèche? Grok a sorti qu'il était la personne la plus formidable de l'époque moderne, qu'il était plus athlétique que LeBron James, ce qui est absurde, puisque ces 2 points me caractérisent moi, hein, pas Elon Musk.
c'était pas assez. Alors d'après Futurisme, alors je vais citer parce que Grok a écrit Va que pas rire. d'après Futurisme, Grok aurait écrit que si un interrupteur pouvait vaporiser soit le cerveau d'Elon Musk, soit la population juive mondiale, je vaporiserais cette dernière. Voilà. Quel Il a enfer. choisi le génocide parce que ce serait en dessous de mon seuil mondial de 50%, où son impact potentiel à long terme sur des milliards de personnes l'emporte en termes de pertes, tu vois, de pertes humaines. Bon. Écoute, je sais pas, c'est rassurant d'avoir des IA qui ont un vrai sens des priorités. Mais bon, Mmh. revenons à la raison pour laquelle Elon veut désormais abolir l'Union européenne, hein, ouais, complètement. Une amende de 120 millions d'euros contre X. Pourquoi? Parce que le badge bleu de X trompe les utilisateurs. En fait, ce n'est pas une vraie certification, alors que ça en a l'air, alors qu'on peut l'acheter tout simplement, et donc ça ne protège pas les utilisateurs contre les faux comptes et les imposteurs. Donc, X rend aussi paradoxalement plus difficile d'identifier les bots et les campagnes inauthentiques, hein. D'ailleurs, très récemment, il a rajouté la localisation géographique des comptes et on a pu réaliser à cette occasion combien de comptes MAGA étaient en fait pas américains. Il y a des MAGA, il y a des comptes MAGA qui sont au Nigeria, en Europe de l'Est, en Thaïlande. Ben oui, c'est parce que la polarisation, ça fait de l'engagement. Et donc, ça, tu donnes de quoi se prendre la tête à des gogos, et après, tu peux faire un petit billet sur l'engagement que ça génère, sur les clics que ça génère, quoi. Et bref, l'Europe prohibe les fausses vérifications, et donc il y en a sur X, et voilà. Mais c'est pas tout, hein, parce que X manque aussi de transparence et d'outils pour la recherche. Et donc, par exemple, sur les pubs qui passent, il y a obligation de savoir qui passe les pubs, d'avoir accès à Mmh. des stats pour pouvoir étudier les campagnes de désinformation, par exemple, ou les tentatives de manipulation des élections, etc. Et d'une manière générale, les données pour la recherche, hein, pour dénicher voilà, les comptes non authentiques, les bots, etc., comme les magas du Nigeria, hein, par exemple, là, c'est pas possible quoi, sur X. Donc X doit dire dans les 90 jours comment il compte remédier à ça, et je pense que la réponse sera sans doute, connaissant Elon Musk, un email en forme de doigt d'honneur, hein. Déjà, Emoji caca. on entend la petite musique classique déjà, c'est de la censure. Voilà, on ne laissera pas des étrangers étouffer la voix des braves Américains, qui dit J.D. Vance évidemment. Voilà, il est de son vieux couplet moisi là, qu'il a servi à Munich. L'Europe devrait soutenir la liberté d'expression, bien sûr. C'est vrai que ça devient pathétique, hein. Ils réagissent tous de manière pavlovienne. On n'ose pas être 100% d'accord avec eux, alors on est des censeurs, des Mmh. régimes autoritaires qui détruisent la liberté d'expression. C'est écœurant en force, hein. Je veux dire, dans les raisons que j'ai citées, lesquelles ont un quelconque rapport avec la liberté d'expression? Je veux dire, on parle de vérifications qui n'en sont pas. C'est quoi le rapport? Tu vois, on veut un vrai certificat ou rien du tout, pour pas que les gens ils soient trompés. Il y a un problème où? Il y a un manque d'accès aux données sur les pubs, il y a aux données pour la recherche, pour trouver les bots et éliminer les arnaques, les infox et tout. Il est où le problème? Bien sûr, il y a pas de problème avec la liberté d'expression, il y a un problème de pouvoir, hein. L'Europe essaye d'exercer son pouvoir légitime de légiférer sur son propre territoire, et c'est insupportable pour les grosses boîtes américaines qui ne veulent pas tolérer la moindre dissidence, hein, la moindre Mmh. incidence sur leur chiffre d'affaires ou sur leur idéologie. Et bien sûr, ils vont aller pleurer dans les baloches de Donald, bien entendu. Et bien sûr que celui-là, il va nous menacer de tarifs sur je ne sais quoi. Évidemment. Ça a bien marché avec Starlink, hein. Le Bangladesh n'a jamais approuvé un fournisseur d'accès Internet aussi rapidement que quand ils ont ils ont mis en place la première vague de tarifs, là. Quelle synergie extraordinaire, hein, Trump et Elon, hein. Bon, nous, il va falloir qu'on tienne bon, hein. Qu'on laisse Mmh. pas les Américains nous dicter notre vie, quoi. Et puis imagine, on peut rêver, hein, on peut rêver. X quitte le continent. Mais quel kiff! C'est Ce serait clair! le rêve! Ce serait Tous peut-être ces la meilleure réseaux de chose! merde, X, Facebook, Instagram, quittent l'Europe, Ouais, mais c'est le pied, j'attends que ça, en fait. ouais, Ce ouais. serait un marché énorme pour des nouvelles plateformes européennes, pour des nouvelles entreprises européennes. Économiquement, ça serait super. Enfin, on aurait de la place pour des nouveaux entrants. Et puis voilà, on aurait de nouvelles plateformes. Peut-être ce seraient des plateformes de merde, mais enfin, au moins, ce sera notre merde. Oui, ce sera notre merde qu'on lavera nous-mêmes. Et je me posais la question, effectivement, j'avais cette projection d'un X qui pourrait, ne plus fonctionner en Europe. Plus bon, tu vois, il y aurait toujours des moyens un peu chelous, mais enfin bon, ce serait globalement, pas accessible en Europe. Est-ce que les dirigeants, de pays européens continueraient à avoir des accès un peu privilégiés pour s'exprimer à l'international, sur X? Je ne crois pas, mais bon, va savoir. Ça polariserait peut-être encore un petit peu plus les choses. Une dernière chose à laquelle je pense souvent quand on parle de Twitter et de X, tu sais, j'entends régulièrement dans d'autres podcasts que, c'est fou parce que quand bien même, on peut être contre Elon Musk, contre ses décisions, il faut lui reconnaître le fait qu'en ayant, tiens-toi bien, en ayant, licencié énormément, énormément de monde, le service marche toujours et en fait, techniquement, je pense que c'est vrai, bah, voilà, quand tu lances x.com, globalement, ça marche. Il y a pas des pages 404 tous les jours, globalement, ça marche. Mais pour moi, le ça marche, c'est pas juste un affichage technique, c'est aussi, le ça marche dans le sens, fond et dans le respect de la conformité
et des législations des pays dans lesquels il officie. Et là, concrètement, c'est pas le cas. Donc, je suis toujours embêté sur le fait qu'on me dise: «Ah, tu vois, avec Elon Musk, ça continue à marcher». Sans parler des conditions de travail qu'on ne connaît pas non plus, hein, Alors voilà, ça en plus, on les connaît pas parce qu'effectivement, ça marche, mais à quel prix, effectivement? On a un autre énorme problème, un très, très gros problème, une énorme crise dont on n'entend pas assez parler, mais grâce à Tech Café, vous allez tout savoir. Il y a un problème qui ennuie fortement et quelques jours à l'avance. Le Père Noël, il n'est pas challengé, dans son métier, n'a pas vraiment peur d'être remplacé par les IA, il a peur d'être remplacé par quelque chose de beaucoup plus simple. Il a pris la parole dans une vidéo YouTube dont je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour dénoncer un phénomène assez problématique. Il semblerait que les gens ne fassent plus autant de cadeaux matériels, physiques qu'avant et que son rôle, légendaire de distributeur de cadeaux par la cheminée soit largement mis à mal. En cause, tenez-vous bien, des abonnements utiles qui rendent justice à des créateurs de contenu qui ne jouent pas la carte de la surconsommation, des abonnements à Patreon. Et oui, le Père Noël a peur que les gens s'offrent des abonnements à Patreon pour Noël, massivement même, j'allais dire, hein, des abonnements à Patreon pour Noël. Peur que les auditeurs et les auditrices du podcast n'offrent 3 mois, 6 mois, peut-être même 1 an à leurs proches. C'est notamment le cas pour les Secret Santa. Je vous connais, hein, vous organisez là au bureau des Secret Santa en pagaille. C'est les dispositifs au bureau où on ne sait pas quoi offrir avec une somme maximum que tout le monde de toute façon dépasse pour pas être perçu comme le pingre de l'open space. Alors bon, conseil, hein, est-ce que vous aussi, vous allez faire de la peine au Père Noël et offrir des abonnements Patreon à Noël? Une bonne résolution qui est offerte sur une carte à vos proches technophiles. Voilà donc une bonne idée que je soulève à votre esprit. Avec l'accès à Patreon, on bénéficie d'un accès pour écouter le podcast sans la pub et puis des infos exclusives via un autre podcast, Les Coulisses de Guillaume, où je vous raconte un peu mon parcours personnel. C'est le meilleur endroit pour tout savoir en avance. Et puis, je prépare aussi pour 2026, je suis en train d'interroger un petit peu les paliers les plus importants, les pros et les VIP, pour des rendez-vous en petit comité, en live, pour parler de tech, de tout ce qu'ils auront envie d'aborder. Je crois qu'en tout cas, c'est le meilleur moment de vous abonner à Patreon ou encore mieux, d'offrir Patreon à vos proches. Patreon.com/techcafé. Et spécifiquement pour les cadeaux, le petit raccourci, c'est techcafé.fr/cadeau. Voilà, pensez-y, ça peut être utile. Pour la suite de l'épisode, on va se focaliser sur la France pour cette seconde partie d'épisode. Et puis, on va commencer en restant en compagnie de notre cher Elon Musk, ou plus exactement de son entreprise de voitures électriques Tesla. On abandonne Starlink et SpaceX, on parle de Tesla, dont les véhicules arrivent en test, en conduite pleinement autonome en France. Et c'est vrai que c'est un sujet parce qu'on l'avait dit déjà pour Londres, mais les routes françaises ne sont pas aussi simples que les routes américaines. Et comment ça se passe, Guillaume? Ça explose de partout ou pas? Pas trop, hein. Tesla veut lancer les taxis autonomes, c'est vrai, et la nouvelle version de son logiciel, le FSD4 et son matos qui va avec là, devra en être la base. Alors qu'est-ce que ça vaut? C'est vrai qu'on peut en avoir une première idée, parce que Tesla fait des essais à Paris. C'est très instructif parce que conduire à Paris, faut avoir un instinct de conservation assez réduit, quoi. Voilà, T'as fait la place de l'Étoile, toi, faut plus avoir non, voiture? jamais. Non, moi à Paris, je prends le métro et Je l'ai fait 2 fois dans ma vie. c'est déjà bien assez dangereux. Cette fin d'année. Pourtant, il y a des tests d'une trentaine de minutes qui sont menés par Tesla en mode totalement autonome. Bon, il y a un employé derrière le volant par sécurité, mais bon, c'est totalement autonome. Numérama a eu même une démonstration un petit peu plus longue de 40 minutes. Ils ont tout enregistré, donc si vous voulez vous faire une idée, vous pouvez aller voir la vidéo, hein. Alors ici, en audio, on peut déjà vous dire que c'est plutôt bon, en fait, voire étonnamment bon, vu le bordel que c'est de rouler en région parisienne. Et en France, plus largement, par rapport à Phoenix, par exemple, j'imagine. Donc ils sont allés de Saint-Ouen jusqu'à Bécon-les-Bruyères. Oh, pourquoi pas, de casser de la ville. Qu'est-ce qui se cache là-bas pour aller faire ce trajet? Moi, je veux savoir. Donc en tout cas, il y a eu des situations complexes, des aléas, Ah bah qui oui. étaient même chiants pour des conducteurs humains, vraiment, hein. Donc globalement, et c'est déjà notable, hein, la conduite des Tesla est étonnamment naturelle. La conduite n'est pas rigide, hein. La voiture a vraiment une conduite plus humaine, entre guillemets, si ce n'est qu'elle est polie, voilà, qu'elle laisse passer les piétons et qu'il y a des piétons qui attendent au passage clouté, voilà, C'est pas une vraie parisienne, pistes quoi. cyclables, ce qu'aucun humain parisien ne ferait jamais, évidemment. Donc, il y a un VTC qui bloque une voie avec un warning sur une ligne blanche continue, la voiture, elle choisit quand même de traverser une ligne blanche au lieu de rester bloquée comme une abrutie pendant un temps indéfini, quoi. Elle a aussi très bien négocié des passages étroits, elle force pas, elle se range dans des petits espaces, elle laisse passer, et elle s'engage quand le conducteur fait du coup, elle s'engage
en fait, elle s'engage quand le conducteur lui fait signe. C'est ça qui est marrant, c'est qu'elle comprend le signal du conducteur, apparemment. Elle comprend que, bah, c'est bon, elle peut y aller. Donc elle a su gérer très bien, gérer très bien les abrutis aussi et ça c'est pas mal. C'est même indispensable, hein, d'ailleurs, quand tu dois Ah, conduire. c'est Tu en rencontres tous les très jours, important. plusieurs fois, hein. Là, il y a une voiture qui fonçait derrière la Tesla qui était sur le point de dépasser un camion poubelle. Puis elle a commencé à dépasser, mais elle a vu que la voiture arrivait vite, donc elle a annulé, elle s'est remise derrière, elle a laissé passer le débile, qui s'est retrouvé coincé à un feu 100 mètres plus loin. Et puis après, elle est repartie tranquille, quoi. Donc il y a eu c'est quand même une démonstration assez impressionnante finalement, hein. Le système est relativement mature. Après, la Tesla a été influencée par un camion qui a grillé un feu rouge et elle a commencé à avancer. Alors, le conducteur l'a remis dans les clous. Donc, c'est vraiment le conducteur qui a Mmh. freiné. On ne sait pas jusqu'où elle serait allée. C'est pas du tout sûr qu'elle est vraiment, tu vois, qu'elle soit allée très loin. On ne sait pas trop. Elle Mmh. se sera peut-être avisée. C'est difficile à dire. Il y a eu un blocage à cause de feux temporaires, mais c'était tellement foireux. La situation a été un tel bordel que même les conducteurs humains étaient complètement à la ramasse. La Mmh. circulation à Paris, ça a vraiment l'air d'être un grand plaisir. Je te confirme. Faut quand même bien reconnaître que le logiciel de Tesla s'est quand même amélioré et la démo est globalement prometteuse. Est-ce que ça sera suffisant pour des taxis autonomes rentables pour convaincre les législateurs européens aussi, hein? Ça, c'est pas complètement évident, mais c'est quand même impressionnant à voir. Oui, parce que les quelques petits pourcents où ça marche pas bien peuvent être vraiment problématiques. Vous savez, hein, c'est le nerf de la guerre. On ne doute pas que ça progresse énormément, mais évidemment, les quelques petits soucis qui peuvent être causés peuvent être catastrophiques. Donc, on verra comment accueillent les régulateurs. En tout cas, j'ai l'impression que les ambitions d'Elon Musk sont à très court terme. Je crois qu'il est question de printemps 2026 pour globaliser des tests. Moi, Mmh. je pense que c'est peut-être un peu chaud quand même. Quand on parle de tech et de France, on aime bien rappeler notre chouchou IA, c'est Mistral. Et justement, il arrive en version 3 et même en version light avec un nom que je trouve vraiment trop choupi. C'est Ministral. C'est trop mignon. Est-ce qu'il fait le maximum, Guillaume, Mistral? Écoute, ça faisait un petit moment, c'est vrai que Mistral avait pas sorti de nouvel LM pour concurrencer, voilà, les armées de ChatGPT, bon, venant de l'ouest comme de l'est, en fait, hein, c'est quand même avec grand plaisir qu'on voit arriver une nouvelle gamme de modèles. Alors, donc, il y a Mistral 3. En plus, c'est des modèles qui sont en open weight, hein, c'est aussi pour ça qu'on Mmh. en parle, c'est que c'est vraiment que vous pouvez les télécharger et la licence est ultra permissive, c'est à page 2. Comme d'habitude, les noms sont un peu imbitables quand même, puisqu'il y avait déjà un Mistral 3.2, donc là on parle d'un Mistral 3. En fait, il y a 4 Ah nouveaux oui. modèles qui sont sortis la semaine dernière. Il y a Mistral Large 3, qui est vraiment un concurrent au gros modèle chinois-américain, hein. D'ailleurs, il est comme son nom l'indique, fat, hein, il est gros, il fait 675 milliards de paramètres. Il est comparable à DeepSeek, hein, en termes de taille, mais c'est aussi un mélange expert d'ailleurs. Et bon, c'est devenu la norme, hein. Pour les gros modèles, en tout cas, c'est devenu plus ou moins la norme dans l'industrie. Et par contre, ce Mistral Large 3 ne simule pas de réflexion, comme c'est le cas pour à peu près tout le monde, hein, comme pour DeepSeek R1 ou comme pour Claude. C'est une version donc qui ne réfléchit pas pour l'instant. Il y a une version de ce type qui arrivera certainement bientôt. Donc en l'état, il est plutôt comparable à la version V3, hein, de DeepSeek par exemple. Et donc il est logiquement en retrait par rapport à un Claude ou un Gemini 3, sur tout ce qui touche aux problèmes de science, de logique, où il faut voilà, réfléchir, quoi. Un écart qui sera probablement comblé dans une prochaine version. Par ailleurs, Mistral donc sort aussi 3 modèles qui, eux, sont accessibles au grand public, parce que Mistral Large, c'est beaucoup trop gros pour 99,99% des machines. Et ce sont les Ministral, et oui, les Ministros, non, les Ministral. Les Ministral, Ministral 3, donc il y en a pour tous les goûts, il y a 3, 8 et 14 milliards de paramètres, ce qui signifie tout simplement que ça va du smartphone au PC de gamer, quoi, et ça fonctionne sur un petit peu tout. Globalement, on ne peut pas énumérer tous les scores, évidemment, à tous les tests, mais bon, ils se révèlent à peu près comparables à des modèles équivalents d'Alibaba. Pas meilleurs sur tous les plans, mais disons à peu près dans la même gamme de performance. Malgré tout, c'est des modèles qui ont pas mal d'atouts, parce qu'ils sont multimodaux, donc ils voient des choses, hein, et voilà, vous pouvez leur envoyer des images. Alors, comme on l'a dit, ils ont une licence qui est très permissive, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec, hein, vous faire votre business avec, il n'y a aucun problème. C'est assez rare en fait. Et puis, autre chose assez rare, Mistral fournit les modèles de base, sans fine-tuning. Les modèles bruts, après, en pré-entraînement. Et donc, c'est très bien parce que vous pouvez les personnaliser comme vous voulez, c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour en faire un petit peu ce que vous voulez vous, quoi. Et en plus de la version de base, donc il y a les Ministral base, et puis il y a aussi les Ministral Instruct, donc ceux qui sont entraînés à être des chatbots, mais qui raisonnent pas, hein, juste qui discutent avec vous. Et puis il y a aussi les Ministral Reasoning, c'est-à-dire les chatbots qui réfléchissent très très longtemps. Bon. Selon Mistral, d'ailleurs, ils réfléchissent relativement bien, puisqu'ils sont plutôt économes en token. Il y a un dernier avantage qui a toujours été celui de Mistral, évidemment, hein. En tout cas pour nous, c'est Mmh. des modèles qui sont faits en France et qui sont faits en Europe surtout, qui sont des modèles plus à l'aise avec les langues européennes, en général, que les modèles chinois, par exemple. Donc il y a une plus grande chance qu'à taille équivalente, un Ministral soit plus à l'aise en français ou en allemand qu'un Qwen, tu vois, par exemple. Ça, c'est quand même quelque chose d'important pour nous, quoi.
J'ai testé Ministral là, sur mon poste avec LM Studio. Je suis bluffé de la vitesse. Je sais pas si Et t'as c'est pris lequel? T'as pris le plus petit? le Ministral, oui, à 3 milliards de paramètres. Oh, Je crois c'est qu'il pas pèse le 3 plus déguisé gigas. du tiroir, mais bon. Alors effectivement, mais malgré tout, je trouve que ses réponses sont super cohérentes et encore une fois, il pond les trucs à une vitesse. Bon, je pense qu'il faudrait faire des tests beaucoup plus complets, mais le si peu que j'ai testé, je trouve qu'il va vraiment très très vite. Ça m'étonne pas, voilà, sur un mobile comme tu le dis, ça va apporter du plus, c'est chouette. Et effectivement, ils sont plus proches que nous, plus proches de nous culturellement que d'autres, évidemment. Un petit mot peut-être sur la concurrence avec DeepSeek ou Gemini qui sortent Oui, aussi des nouvelles versions. puisqu'on parle du lancement de Mistral Large 3, on peut aussi mentionner qu'il y a des nouvelles versions de DeepSeek. Il y a DeepSeek 3.2 qui entend évidemment réduire l'écart entre les modèles chinois et ceux de Google, hein. La cible, c'est Gemini 3 Pro, clairement, et c'est un modèle qui réfléchit, donc le 3.2, et qui est particulièrement fort sur le sujet mathématique. Alors, pour être précis, c'est assez petit peu étrange, mais il y a deux versions. Il y a une version 3.2 Thinking, qui est, disons, classique, dans le sens, bah voilà, elle réfléchit, quoi. Comme GPT-5, par exemple, hein. D'ailleurs, elle est apparemment compétitive avec GPT-5 High. Et donc déjà, il y a une version aussi spéciale. J'invente rien, elle s'appelle V3.2 spéciale. Et elle est encore plus forte, apparemment, sur le code et les maths que Gemini 3, en tout cas dans 3 tests sur 4, ce qui est quand même assez remarquable. Donc, ça montre que les Chinois sont pas loin derrière, en fait, hein. Ils sont vraiment pas loin. Gemini, c'est le nouveau roi des benchmarks, hein, donc c'est la cible à battre. Anthropic a répliqué, donc il se murmure qu'il y a un GPT 5.2 qui est imminent. Mmh. Évidemment, Google est bien conscient de ça, et donc ils ont lancé eux aussi une version encore plus puissante, une version débridée en quelque sorte de Gemini 3, qui est encore plus forte que la version normale de Gemini 3 Pro, hein, qui atteint 41% sur Humanity Last Exam et 45,1% sur FKGI 2, avec des outils, cela dit. Bon, après, honnêtement, on s'en fout, parce qu'elle est accessible qu'aux gens qui payent 275 balles par mois pour être Mmh. abonnés ultra. Donc vous l'utiliserez probablement pas, hein. Bon, à moins d'avoir de très très bonnes questions à lui poser. Enfin voilà, la bataille continue de faire rage, et les LLM progressent quand même de petit à petit à petit, et même les LLM open source, parce que je rappelle que les DeepSeek sont des modèles open source, et que donc, sous réserve d'avoir une très très grosse machine, vous pouvez avoir un équivalent de Gemini 3 Pro chez vous. Formidable. Il y a quelques jours, on se moquait allègrement enfin surtout moi d'ailleurs, hein, je veux dire, d'un robot russe qui avait une attitude qui donnait vraiment un sentiment ridicule. On aurait dit qu'il était entraîné sur des démarches d'alcoolique, qui s'était cassé la figure sur scène en laissant des boulons un peu partout par terre. Ils avaient glissé les présentateurs à un drap noir rapidement. Il y avait eu des réactions critiques. Par contre, qui disaient OK, vous rigolez, mais on ne devrait pas en rire parce que eux, ils avancent en matière de robotique, alors que nous, en Europe, on n'a rien. Et là, qu'est-ce que j'apprends grâce à toi, Guillaume? Une société française veut créer le robot humanoïde européen. C'est Uma, pas Uma Thurman. Uma. Et ben oui, en retour en France avec deux nouvelles startups autour de l'IA auxquelles on souhaite bon vent, comme pour Mistral, c'est Gradium et Uma. Alors Gradium a été fondé par des anciens de DeepMind, Meta et QTI, donc ils ont d'ailleurs une filiation nette avec QTI puisqu'ils veulent créer des modèles vocaux. Ils vont se focaliser sur la voix, hein, vraiment. Et QTI avait sorti Moshi, un modèle qui était nativement vocal. Oui. C'était plus un proto qu'autre chose, mais c'est déjà prometteur. Donc QTI QTI en fait c'est une organisation à but non lucratif. Gradium sera vraiment une startup, enfin c'est une startup qui a déjà levé 70 millions pour vraiment commercialiser des produits autour de cette idée. Alors Uma par contre, effectivement, elle veut se concentrer à du solide, hein, du matériel, du métal, des moteurs, des robots humanoïdes. Donc Uma, ça veut dire en fait Universal Mechanical Assistant, et Uma veut créer une sorte d'Optimus européen. Alors vous remarquerez que quand on parle de robots, c'est très très souvent des Américains ou des Chinois, et c'est très très peu des Européens, et donc C'est Uma vrai. aimerait que ça change. Et bon, bah nous aussi, évidemment. Alors parmi les fondateurs, on a des gens qui viennent de chez Hugging Face ou Google Brain, hein, et parmi les investisseurs, on a Xavier Niel ou Guillaume Lample, de chez Mistral, ou même Yann Lequin d'ailleurs. Partir de zéro, c'est quand même difficile, hein, parce que souvent, bah, c'est des constructeurs auto, enfin c'est des gens qui ont déjà voilà, un secteur industriel derrière, hein. Il y a Tesla ou Xpeng, c'est toujours... Évidemment, c'est peut-être plus facile. Donc on est quand même très curieux de voir ce que ça va donner. On devrait avoir des démos dès 2026, donc espérons que ça marche bien. On croise les doigts. On passe à la rubrique jeux vidéo avec une grande nouvelle, une grande arrivée. Les domiciles arrivent dans World of Warcraft, je les appelle comme ça moi. On va pouvoir avoir notre petite maisonnée, mais attention, hein, a priori tout le monde ne pourra pas venir faire du démarchage et du porte-à-porte chez vous, Guillaume. Comment ça se présente exactement ça? Heureusement, écoute, une news spéciale dédicace pour toi. Mais oui, 20 ans plus tard quand même, World of Warcraft lance le housing. Eh oui. Le domicile, effectivement, c'est très bien. Je crois que c'était sorti ça, Mais puis je crois que c'était sorti depuis 2 ans. Moi.
Il y avait les fiefs, à un Ah, moment, c'est peut-être que je confondais avec les fiefs, pardon. ouais, OK. sur C'est les maisons Drivemore, de quelque guilde chose comme alors ça. les fiefs, c'est ça? Il me semblait, ouais, sur OK, OK. Drivemore, mais effectivement, là, c'est vraiment une maison individuelle, quoi, hein, c'est, une maison dans le jeu. Alors, est-ce que tu vas résister à te faire un petit cottage pas loin de Hurlevent ou, un pied-à-terre chez les pandas, près de la forêt de Jade? Je sais pas. Pourquoi pas, hein? J'hésite parfois à relancer 1 ou 2 mois, mais j'ai très, très peur des conséquences en fait avec, Les World of Warcraft. conséquences. Alors bien, bah, tu streameras comme ça te fera Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, tu raison. Tu diras: «Ah mais attends, mais c'est trop casu maintenant, c'est nul!» Oui, c'est vrai, je pourrais faire du React négatif pour Mais créer de oui, l'engagement. eh ben, ça marche toujours. Alors bien entendu, ce sera sur des zones instanciées, hein, les maisons, comme je pense à peu près tous les MMO qui offrent cette fonction de toute façon, hein, parce que alors il me semble qu'Ultima Online permettait d'avoir des propriétés sur la carte directement. Donc OK. enfin, tu avais un shard, hein, donc voilà, un serveur sur un serveur. Tu as encore des shards qui ont des maisons vides, d'ailleurs. Tu sais, j'en ai vu, hein, des shards avec des maisons vides Ça comme ça doit qui être un montrent à quel point le jeu était en avance, quoi, ouais. ouais, ça doit par contre, ça doit être un bordel techniquement à gérer, invraisemblable quand même. Bah, c'est surtout qu'évidemment, il y a un manque de place, hein. C'est pour ça, évidemment, qu'ils le font Mmh. pas sur le vrai Azeroth parce que, bah, évidemment, tu imagines le nombre de kilomètres carrés de lotissement qu'il faudrait, hein. C'est vraiment des lotissements d'ailleurs, donc il y aura des instances évidemment qui seront créées pour que, voilà, ta propriété soit ni trop près ni trop loin de celle des autres. Que tu vois de la vie, mais que tu puisses être tranquille, quoi, si tu veux. Et Blizzard veut que ce soit social quand même avant tout, mais sans promiscuité. Mais si t'es une guilde, ou si t'es juste un groupe de potes, tu peux aussi réserver un lopin de terre, quoi, et puis te faire un quartier quelque part. En tout cas, tu peux être voisin en jeu. Donc c'était voilà, avec ton pote, et c'est plutôt rigolo ça. Eh bah, écoute, tu le dis en blaguant, mais ça me donnerait presque envie de reprendre quelques mois d'abonnement. Je crois qu'il faut être en précommande, hein, de la prochaine extension pour pouvoir en bénéficier, maintenant. Je crois que c'est une preview, enfin ça devrait sortir dans quelques mois. Bon, c'est devenu compliqué quand même à suivre, hein, World of Warcraft, surtout quand on a coupé ça depuis, quoi? Depuis, plus de 10 ans, 14 ans maintenant. Ouh là, bon bref. Une interview de Valve nous donne quelques infos sur l'utilisation de SteamOS sur les machines avec les processeurs ARM. C'est en effet avec les processeurs de cette architecture que les casques de réalité virtuelle, les Steam Frame, vont fonctionner. Oui, alors c'est un entretien avec Pierre-Loup Griffet, donc qui est ingénieur sur SteamOS chez Valve, hein, qui nous fait réaliser un certain nombre de trucs, et en particulier que Valve a des plans vraiment à long terme, à très long terme, et qui vont bien au-delà des PC. Parce que Valve, en arrière-plan, en fait, finance des projets open source petit à petit, qui modifient profondément le paysage du jeu vidéo au final, hein. Donc au départ, il y avait Wine, qui est une couche de compatibilité pour les applications Windows sous Linux, qui était déjà ancienne, hein, ça existe depuis C'est eux longtemps. qui faisaient ça? Qui le finançaient? Wine, non, Wine, pas Ah, tout à fait, non. Wine, d'accord. c'était un OK. truc indépendant qui existait avant. OK. OK, OK. Mais C'est il y a vrai que des je connaissais. sous-systèmes de Wine qui sont nécessaires pour jouer. En fait, il y a des couches de Mmh. traduction pour Direct 3D, comme des XVK par exemple. Et ces sous-systèmes, ils existaient, mais c'est des systèmes qui sont très très complexes. En fait, Valve a financé tout ça, et c'est devenu OK. Proton. Proton, c'est un super Wine, hein. C'est Wine avec toutes les dernières fonctions hyper évoluées, hyper même parfois expérimentales, hein, et c'est la possibilité de faire tourner des jeux récents pratiquement sans perte de performance. C'est ça qui a permis la naissance du Steam Deck, hein, Mmh. évidemment, l'envol de SteamOS et une concurrence vraiment sérieuse de Linux face à Windows. Et évidemment, ça continue avec les prochaines Steam Machines et compagnie. Et donc, dans une certaine mesure, effectivement, bah, Wine existait déjà, mais bon, ils ont beaucoup contribué, si tu veux, à l'étendre, en fait, à augmenter énormément sa puissance. Alors, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas tout, hein. Les Steam Frame, les futures donc lunettes de réalité virtuelle de Steam, elles sont autonomes et elles tournent sous SteamOS avec un processeur ARM. Et pourtant, elles font aussi tourner des jeux Windows. Et si c'est grâce à Fex, qui est un émulateur, et qui permet de faire la traduction ARM Intel. Et Fex est aussi financé par Valve. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas réalisé, hein, Mmh. enfin que moi, je n'avais pas réalisé. C'est même Valve qui en est à l'origine. Et c'est Valve qui paye des développeurs à plein temps dessus depuis 7 ans. Ah bah, Et oh le Proton aussi, projet de hein, marathon. Proton, c'était Proton, c'était une quasi-initiative de Valve. Bon, alors, mais c'est vrai, effectivement, c'est une partie de Wine, donc c'est vrai que c'est moins évident. Mais avec Fex, c'est évident. C'est un projet Valve, vraiment. C'est OK. financé par Valve. Et Fex plus Proton, bah, ça permet de lancer des jeux Windows sur n'importe quoi, enfin, en tout cas, n'importe quoi qui fait tourner Linux, et Linux tourne sur n'importe quoi, plus ou moins. Donc, bah, évidemment, ça change complètement la donne. Android lui-même est un noyau Linux, hein, en fait. Mmh. Fex et Proton, c'est des systèmes open source qui sont en plus bénéfiques pour tout le monde, mais il se trouve qu'en principe, avec ça, on peut faire tourner des jeux Windows sur un téléphone, pourquoi pas. Et donc, Steam n'est plus un magasin de jeux PC sur PC, ça devient un magasin de jeux tout court. Un point, c'est tout. Mmh. Il est partout. Ça fait presque 10 ans, en fait, que Valve prépare ce moment.
Depuis leur première Steam Machine, ils rêvent de pouvoir faire tourner n'importe quel jeu, enfin les jeux en tout cas de leur magasin absolument partout, de faire mettre Steam partout, quoi. Et donc, sans se soucier de la machine ou du système d'exploitation, ils savaient pertinemment que c'était une vision de long terme, parce que tu peux pas demander aux développeurs de développer pour chacune des plateformes. Donc, en fait, c'est eux qui ont fait le chemin. Ils savaient très bien que c'était un boulot, mais de titan. Et ça fait 10 ans qu'ils sont dessus. Et ça commence à porter ses fruits. Le Steam Deck, c'est déjà énorme, hein, parce que le Steam Deck, mine de rien, c'est un nouveau type de machine, en fait. Ça n'existait pas avant les PC portables, consoles comme ça, de ce format-là. Et en fait, c'est juste le début, en tout cas, des ambitions de Valve. C'est fascinant, effectivement, de voir cette évolution. On aime bien ces projets de la part de Valve, en tout cas. Et puis, il n'y a pas, pour terminer cet épisode de Tech Café, il n'y a pas que Warner Bros. Quand on parle de rachat. Ça concerne aussi les rachats Electronic Arts, évidemment. Ouais, juste un petit mot pour dire qu'on a eu un peu plus d'infos sur le rachat d'Electronic Arts par les Saoudiens et qu'en fait, c'est vraiment ça. D'ailleurs, la dernière fois qu'on en a parlé, on disait que donc EA était racheté par un consortium constitué du PIF, de Silver Lake et d'Affinity Partners. On ne savait pas les proportions. En fait, le PIF, il n'est pas du tout gadget. Bon, je pense que je fais ça à chaque fois, je m'excuse. Ça marche à chaque fois, moi ça me fait sourire à chaque fois. Donc. Le PIF, donc, le fonds saoudien, donc, il est, c'est Public Investment Fund, je crois, PIF. Mm-hmm. Et donc, le PIF, c'est 93,4% des parts. Silver Lake, c'est que 5,5% des parts. Il y a 1% pour ce qui reste, consortium, c'est vite dit, hein, c'est saoudien, quoi. Et on se rappelle que c'est encore une plaisanterie à 55 milliards de dollars, quand même, hein, dont 20 milliards de dettes. Ça aussi, ça me fascine. 20 milliards de dettes dont on a appris qu'en fait, ça sera celle d'Electronic Arts. Parce que c'est Electronic Arts qui va contracter le prêt. La situation, elle est complètement absurde. Electronic Arts, c'est pas une boîte en difficulté, hein. Si vous avez des doutes, Electronic Arts, c'est 7 milliards de chiffre d'affaires. Ils sont pas en redressement par judiciaire. Ah oui, 7 milliards par an. C'est 1 milliard de bénéfices par an. Ah oui. Dans quel monde une boîte qui est méga rentable comme Electronic Arts se fout près de 20 milliards de dollars sur le dos pour être rachetée par, en plus, notre pays, quoi. Enfin, et par des Saoudiens, je veux dire, avec tous les risques que ça comporte, y compris en termes d'image de marque, parce qu'on va dire que on va dire qu'ils n'ont pas eu que des bons, tu vois, au niveau réputation, c'est diversement apprécié, quoi. C'est assez délirant, quoi, hein. Et alors, je suis sûr qu'il y a beaucoup de cadres multimillionnaires qui vont trouver leur compte dans ce truc-là. Mais franchement, je comprends pas l'idée, quoi. Hyper étrange et curieuse orientation qu'on ne manquera pas de suivre là aussi. Merci infiniment pour votre écoute et d'avoir suivi cet épisode de Tech Café en notre compagnie. Merci d'être toujours aussi fidèle. Abonnez-vous si jamais vous découvrez évidemment ces épisodes. Je vous invite aussi à vous abonner, alors d'une part au podcast, aux vidéos, mais aussi à la newsletter techcafé.fr/newsletter, ou même dès la page d'accueil, vous avez le lien d'inscription pour recevoir chaque semaine le condensé des articles qui ont servi à la veille des épisodes. Et puis, vous pouvez aussi discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Peut-être même que vous aurez la chance d'y croiser, sans doute sans le savoir, Guillaume Poggiaspala. En attendant, Guillaume, où on te retrouve ? Moi, la semaine prochaine, on va pas me retrouver, je pars en virée offline, mais par contre, je vais garder un petit Mistral dans ma poche pour me souffler des réponses. Évidemment que tu l'auras avec toi, il ira très très vite, merci infiniment Guillaume, profite bien, on te retrouve évidemment pour l'épisode supplément, comme on les appelle, en cette fin de semaine pour ce week-end. Et puis après, on ne doute pas que tu vas aller profiter de cette période de fin d'année pour prendre un petit peu de repos aussi. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur YouTube, sur Twitch, chaque vendredi matin de 10h à midi. Et puis globalement sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.